Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Éric Morillo nous a concocté non pas un ni deux, mais 6 mini-débats pour une intensité maxi. Accueillons le philosophe. C'est un youtubeur dont la chaîne éponyme propose des synthèses de la pensée des philosophes les plus connus. Sur Tipeee, il compare son travail, sans fausse modestie, à Daft Punk, Tarantino et au Caravage. Faisons honneur à Héloïse Maillot-Nespo. Elle est journaliste et a fondé le podcast Parole contre l'antisémitisme suite aux attentats terroristes islamistes du 7 octobre du Hamas en Israël. Applaudissements pour Yanis Dalouche. Il en aura besoin. C'est un journaliste et militant politique à la France Insoumise. Il est membre de l'association Urgence Palestine qui est en cours de dissolution. Il est reconnu pour ses analyses sur les questions internationales. J'appelle Stéphane Simon. Il est producteur télévision et animateur. Il travaille pour de grands noms comme Ardisson, Pollack et Polony. Il a cofondé avec Michel Onfray la revue Front Populaire. Il a coécrit 7 octobre la riposte Israël-Iran, la guerre secrète, qui vient de sortir. Il est aussi animateur sur Sud Radio. Enfin, je vous demande d'accueillir Clément Veil-Rénal, journaliste à France Info. C'est aussi un pilier du journal de France 3 qu'il intègre en 1985 et gravit les échelons pour devenir rédacteur en chef adjoint et chroniqueur judiciaire. C'est lui qui révélera le mur des cons installé dans le logo du syndicat de la magistrature où figurent diverses personnalités politiques signalées comme étant des cons parce que jugés trop à droite par ces gauchistes du syndicat. Il vient de publier La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Allez, c'est parti pour un mini-débat sur l'actualité. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de vous avoir réunis ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets qu'on va aborder ce soir en fonction évidemment de votre actualité puis évidemment de l'actualité en général. Alors justement, on vous a présenté rapidement, je précise qu'on va vous présenter à chaque fois que vous aurez votre propre séquence dans l'émission. On va d'abord, si vous le voulez bien, aborder quelques sujets d'actualité. Mais avant cela, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort. Il s'appelle Ignace, c'est le dessinateur de Bistro Liberté. Salut Ignace, qui va nous gratifier de dessins. Peut-être qu'on rigolera moins à la fin. En tout cas, on est ravis de l'avoir. Et puis, on applaudit bien fort le public, toujours aussi présent. Merci d'être toujours fidèle à TVL, à Bistro Liberté. Vous êtes... et puis, bien sûr, Charles Mathieu, qui s'est rappelé aussi à nous en ouvrant la bouteille. Voilà, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur TVL, donc n'hésitez pas, comme on dit, c'est un peu différent de la télé. On dit mettez des pouces levés, partagez, voilà, puis surtout commentez, puisque donc on regarde évidemment avec attention tous vos commentaires. Alors si vous le voulez bien, avant évidemment de commencer par parler de ce livre, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, donc écrit par Clément Veil-Rénal, qui sort aux éditions L'Artilleur, j'aimerais avoir un petit peu une réaction rapide sur quelques points d'actualité. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, on va la montrer en illustration, cette image qui a même été relayée par l'Élysée d'un mouchoir, enfin plutôt d'Emmanuel Macron qui est dans un train et il y a un débat sur est-ce que c'est un mouchoir ou pas. Alors on va évidemment en illustration, vous avez tous cette image je suppose en tête et il y a même eu un tweet donc de l'Élysée, donc je vous le cite: quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. C'est un tweet de l'Élysée. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à cette, on va dire, polémique, ce tweet de l'Élysée, cette polémique autour de ce mouchoir ou pas mouchoir, Clément Veil-Rénal? Ah bah alors mouchoir ou pas mouchoir, je sais pas. Alors est-ce que c'en est un pour vous? Je sais pas, j'ai jamais pris de cocaïne, donc je ne sais pas comment ça se conditionne. Ah. Quel est le packaging. Donc j'ai noté comme tout le monde que le geste était ambigu, que le président avait l'air... il avait une mimique et un sourire, un regard peut-être qui pouvait interpeller, mais pour le reste, je ne sais pas. Alors, ce qui est assez extravagant, c'est effectivement la réponse de l'Élysée. Alors, ça pourrait être un cas d'école dans une école de communication. On vous présente un cas, le président... Est-ce qu'il faut débunker ou pas ? Est-ce qu'il faut communiquer ou pas communiquer ?
Ils ont communiqué, ils ont dit... Non, mais vous imaginez à l'époque de Gaulle un communiqué pour dire c'était un mouchoir. Oui, mais l'information était plus... D'abord, il n'y avait pas les réseaux sociaux. L'information était plus verrouillée. Je me rappelle moins de cocaïne en politique aussi. Oui, mais je crois qu'on a su que très tardivement que le président, le feu et regretté président Valéry Giscard d'Estaing avait tapé contre un camion du laitier un matin où il était plus noir que blanc. Le président, pas le matin. D'accord. Et voilà, on sait qu'ils ont une vie privée. Je ne remonte pas jusqu'à Félix Faure et ses phrases élyséennes. Voilà. Moi, personnellement, qui m'intéresse beaucoup à la désinformation, sur toutes ces histoires-là, j'aime beaucoup parce que chaque fois que la France ou que le pouvoir français est mis en difficulté, à tort ou à raison, sur ce genre d'affaires, il dit « Attention, on nous déstabilise par des campagnes de désinformation ». Mais pour en revenir à un sujet qui m'est cher, quand il s'agit d'Israël, on dit non, c'est de la désinformation, c'est une manière de déstabiliser Israël, c'est une manière de peser médiatiquement et diplomatiquement. On dit « Ah, ça y est, vous êtes des paranoïaques, vous êtes des complotistes, vous voulez faire taire toute critique ». Et l'affaire qui nous occupe avec le président Macron et son mouchoir mystérieux montre effectivement qu'il peut y avoir des campagnes de déstabilisation et un régime étranger peut faire feu de tout bois pour essayer effectivement de faire courir la rumeur. Stéphane Simon, alors vous avez fréquenté tout le Gotha de la politique, du showbiz, vous avez dû en voir de la coke, non ? Oui, c'est vrai que je ne vais pas dire le contraire. Ça existe dans les médias, ça existe en politique. Ça, c'est une chose. C'est dans un mouchoir ou pas ? J'ai rarement vu ça dans un mouchoir, pour être tout à fait franc. Moi, je suis assez d'accord avec Clément. Il se trouve que c'est surtout ridicule de répondre à des rumeurs, ce qui ne sont que des rumeurs sur Internet. Et je pense que là, on est dans un cas d'école où précisément, c'est le président de la République, ou du moins son service de communication, qui va donner du crédit à cette information. Plus le démenti est fort alors qu'il n'est pas essentiel, c'est franchement pas un sujet du moment. Je rappelle que c'est de l'ordre d'un déplacement en Ukraine, que c'est cette poche à Kiev, que ce petit pochon... Ce qui est un peu indécent d'ailleurs, cette posture qu'ils ont là, à se marrer, à sourire. C'est pas très digne évidemment d'un déplacement élyséen en période de guerre, et il se trouve que je pense que ça aurait dû en rester là et certainement pas faire l'objet d'un démenti. Héloïse. Moi, je pense que ce qui aurait dû rester un épiphénomène, un mouchoir sur une table, a commencé à s'emballer sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer aujourd'hui. J'ai vu même quelqu'un qui a publié une vidéo en disant « je l'ai fait au ralenti ». Et alors, c'était 60 secondes de rien. J'ai regardé ça en me disant il va se passer quoi ? Et on voyait donc Macron bouger comme ça. Il y avait des zooms, des allées et venues pour juste montrer un Kleenex. Voilà. Enfin, le Kleenex, il enlève quand même et d'une manière... ensuite, d'autres vidéos, on le voyait qu'il enlevait le Kleenex. Et donc, voilà. Donc oui, en effet, aujourd'hui, ça illustre bien la vacuité de l'information ou de ce qu'on essaie de... On a raison d'en parler de ce Kleenex, Yanis ? À mon sens, pas du tout. Polémique stérile. J'ai revu d'ailleurs la vidéo avant de venir avec davantage de netteté. Et on voit que c'est juste un mouchoir. Donc, peut-être qu'il est paranoïaque et qu'il a peur que son ADN, du coup, finisse dans les poches d'un tiers qui pourrait le faire analyser. Mais à part ça, j'ai pas d'autre interprétation sur son geste. Peut-être qu'il trouve ça sale d'avoir un Kleenex sur la table, déjà, en fait, comme je pense que la plupart des gens propres. Non, je ne sais pas. Le philosophe, il en pense quoi, lui ? C'est pareil, ça va amuser les spéculations Internet, ça va créer certainement des mèmes et tout ça, mais sinon c'est la vacuité de l'information, comme tu dis. Je ne sais pas si ça a une quelconque importance pour le débat. Et peut-être que, je ne sais pas, alors j'ai pas bien vu la vidéo, mais sopalin, mouchoir, lingette, pas forcément de la coke, il y a peut-être d'autres choses qui finissent dans des mouchoirs, mais dans un train, je ne sais pas, donc il faudrait enquêter peut-être. Ce qui est intéressant de savoir, c'est d'où vient l'histoire de la cocaïne. Pour comment on passe d'un mouchoir... Il y a déjà une rumeur. C'est pas la première fois qu'on voit Macron, gratter le nez, voilà. Il y a une rumeur. Voilà. Et il y a des élus aussi. Alors, est-ce qu'il faut répondre à la rumeur ? C'est tout le débat. C'est tout le débat. Est-ce qu'il faut en parler, renverser la table Une autre photo qui a fait parler beaucoup, alors cette fois on est dans un registre beaucoup plus sérieux, l'avenue du président syrien à l'Élysée, diplomatie cynique ou trahison mémorielle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On va avoir cette photo aussi, on l'a tous en tête, ou sur le perron de l'Élysée. Il a l'air d'être plutôt... chaleureux avec le président syrien. Je vais me faire l'avocat du diable, pour une fois, parce qu'il est dans la vocation de la France et de la diplomatie française de recevoir
qui elle souhaite. Tout chef d'État, on a reçu Kadhafi, on a reçu Saddam Hussein, on peut recevoir... Marine Le Pen a dénoncé la provocation, oui, je cite, et les responsabilités du président de la République. Non, mais dans le principe, on peut recevoir un chef d'État, fût-il ancien djihadiste, il n'offre peut-être pas encore toutes les garanties. Ancien terroriste, pourquoi pas mais on a reçu Yasser Arafat, aussi ancien terroriste, je crois. On a reçu plein d'anciens terroristes. La grande question, c'est de savoir à quoi ça va servir. Alors là, on peut aller au-devant de quelques désillusions. Je vous rappellerai la fameuse phrase, la maxime de Michel Jobert, je crois, qui disait « Qu'est-ce qu'il reste de la politique arabe de la France ? Barbès, Rochechouart ». Mais pour le reste, il ne faut pas condamner l'avenir. J'ai entendu dire qu'il y aurait des contacts discrets et indirects entre les Israéliens et le nouveau locataire du palais présidentiel de Damas. On ne sait jamais. On peut lui laisser au moins le bénéfice de la bonne foi pour quelques semaines au moins. Serait-il un nouveau Sadat ? Un nouvel Anwar el-Sadat, une nouvelle génération. Bon, il a fait le djihad, peut-être qu'il va évoluer. Donc le fait de recevoir ce monsieur, même s'il s'en souffre, à l'Élysée, très honnêtement, ça ne vous a pas choqué plus Non, que ça ne me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça. Il s'était quand même, moi aussi au début, je me suis dit pareil, il reçoit un chef d'État, c'est normal, c'est la diplomatie, c'est pas un enfant de cœur, mais peu importe. Mais apparemment, j'ai vu l'indignation de Dupont-Aignan et il s'est réjoui personnellement de l'attaque au Bataclan, des morts, etc. Donc c'est un petit peu symboliquement, ça fait très mal. Ça fait tâche, quoi. Et je ne sais pas s'il recevait Bachar al-Assad, mais je ne crois pas. Donc est-ce que Bachar lui vaut al-Assad, mieux si tu pèses il a été reçu par Macron souvent Stéphane, Par le président. On peut s'interroger sur le temps de le faire. Moi, je suis dans l'absolu pas contre le fait qu'un jour on puisse recevoir le chef d'État syrien, qui n'est pas arrivé non plus par les urnes, pas plus que son prédécesseur, mais par la guerre qu'il a menée au régime de Bachar el-Assad, que soutenait l'Iran. Mais ce que l'on peut se dire, c'est est-ce que c'était le moment ? Est-ce que c'était pas un petit peu anticipé ? Je rappelle quand même qu'il y a eu des massacres, près de 7000 alaouites qui sont passés sous le bus, c'est quand même pas rien. Quelques jours auparavant, c'était au tour de Druz d'avoir des problèmes avec le nouveau régime syrien. Donc c'était un peu empressé, je dirais. Dans l'absolu, il aurait fallu que ce monsieur donne davantage de gages sur son envie de cheminer vers plus de liberté. Merci Stéphane. Très vite, Héloïse et Yanis. Moi, j'étais très choquée, très dérangée. Ça veut dire que le terrorisme est un ascenseur social, ou en tout cas permet d'obtenir l'accès et d'être reçu comme un chef d'État officiel, qu'il n'est pas supposé être. On nous a marketé l'homme, on l'a relooké, alors que ce type, il vient quand même d'Al-Qaïda et c'est un terroriste. Et j'ai une pensée, évidemment, Stéphane en a parlé, pour les femmes alaouites. Plus de 80 ont été enlevées, violées, réduites en esclaves. Et d'ailleurs, l'Union des femmes alaouites de Syrie va déposer une plainte à la Cour pénale internationale et auprès de l'Europe également, l'Union européenne, pour faire avancer leur cause. Allez, très vite. Juste ajouter que ce monsieur Al-Shara a installé dans le nouveau gouvernement une personnalité très controversée, encore plus que lui, puisqu'il a installé comme ministre des Finances, je crois, mais je peux me tromper, un homme que l'on soupçonne d'être à la tête d'un trafic de femmes yézidis. Donc c'est quand même pas tout à fait rien tout ça, c'est pas que des bons signes qui nous viennent de Syrie. Mais dans ce cas-là, on ne pourrait pas... on pourrait recevoir aucun chef d'État arabe. Quand vous recevez le président libanais, Yanis, c'est votre position. Il a derrière lui un gouvernement. Netanyahou. Quoi ? Les gens du gouvernement Netanyahou, il a au moins l'avantage d'être élu démocratiquement. Je vous le concède, c'est assez rare dans la région. Dans une démocratie belliciste. Quoi ? Pardon ? Dans une démocratie belliciste qui commet un génocide. Oui, belliciste, bien sûr. Belliciste, vous voulez dire un pays qui se défend contre une agression. Je vous rappelle juste l'article 51 de la Charte des Nations Unies, que vous avez le droit de faire la guerre quand on vous attaque. Voilà, mais vous êtes libre de penser comme vous voulez, de le qualifier comme vous voulez, ça n'a pas grande importance. Alors, il y a le dernier point sur lequel, évidemment, j'ai envie de vous faire réagir, parce que là, en plus, il se trouve que nous avons parmi nous ce soir quelqu'un qui l'a bien connu, puisque c'est évidemment cette séquence, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, c'était sur le plateau de Quelle époque, sur France 2, Thierry Ardisson, qui a affirmé « Gaza, c'est Auschwitz ». Alors, quelle est votre réaction face à ces propos
Je précise qu'on a avec nous donc l'ancien coproducteur de Thierry Ardisson, donc Stéphane Simon. Donc j'ai envie à vous de vous donner la parole en premier, cher Stéphane. Je sais que ça ne va pas être facile pour vous, mais voilà, comment vous avez réagi? Vous connaissez D'abord, bien. moi, j'ai des rapports d'extrême franchise avec Thierry, donc quand il y a des choses qui me déplaisent, je lui dis. Il se trouve que Thierry est en promo, et quand il est en promo, il casse souvent la vaisselle. La dernière fois, c'était contre Bolloré et Hanouna. Cette fois-ci, c'est une comparaison. Mais il la casse seulement quand il est en promo. Hein. Il la passe. Non, il la casse pas seulement, mais très fort quand il est en promo. Non, plus sérieusement, je pense que Thierry est quelqu'un qui est réceptif à l'émotion qu'il y avait sur ce plateau, et je rappelle quand même que ça s'inscrit en réaction au témoignage du docteur Pitti, dont on a appris qu'il était... dont Léa Salamé a oublié de rappeler l'engagement politique. C'est quand même un militant, c'est pas simplement un médecin humanitaire, c'est un militant du nouveau Front Populaire. On va le voir en illustration. C'est quelqu'un qui, devant une caméra, a dit qu'il savait très bien que les gens du Hamas étaient des gens épouvantables, mais qu'il ne le dirait jamais à la télévision et qu'il ne le refuserait de dire que ce sont des terroristes, parce qu'il craignait de ne pouvoir remettre les pieds là-bas. Donc, si vous voulez, tout ça avait été, comment dirais-je, oublié par Léa Salamé, dont on peut se demander si là, elle n'est pas passée à côté de son rôle de modérateur. Thierry, que je connais parfaitement, fait de la surenchère à ce moment-là, comme il en fait tout le temps. Et malheureusement, comparaison n'est pas raison. Il le regrette ou pas, ce buzz? Parce que honnêtement, il a fait un communiqué de presse derrière. Oui, on va en parler de ce communiqué, justement. Mais il a fait un communiqué de presse derrière qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire qu'en gros, le samedi, enfin, c'est pas le samedi d'ailleurs, parce qu'on le précise, vous qui avez produit longtemps des émissions, c'est enregistré bien à l'avance, hein, c'est le jeudi en général. C'est le jeudi soir que cette émission a été enregistrée. Samedi, donc France 2 avait la totale liberté de couper. Il y a eu même un communiqué de presse de la part de la production donc de Quelle Époque qui finalement a compris, avait l'air d'entendre l'indignation que tout le monde a manifestée, en tout cas beaucoup de gens ont manifesté, mais ils avaient la possibilité de couper, hein. C'est responsable mais pas coupable, quoi. Ah bah non, mais là, alors pour avoir fait ces émissions avec Ardisson pendant longtemps, notamment Salut les Terriens pendant 13 ans, on enregistrait aussi le jeudi soir et c'était diffusé le samedi en fin de journée. Il se trouve que on a largement le temps de peser le pour et le contre. Y compris avec France 2. Mais bien sûr. Avec et donc là, c'est la même chose. France Télévisions a largement le temps de couper cette séquence. Ils pensent qu'il y a problème, mais ils n'ont pas estimé qu'il y avait problème. De même que l'absence de modération de Léa Salamé est problématique et donc il aurait été de bon ton de couper cette séquence. Moi, personnellement, en tant que producteur, j'aurais estimé qu'il fallait couper cette séquence et je me serais battu pour ça. Ceci étant, Thierry est un personnage qui a une très forte personnalité qui se serait opposé au fait qu'on coupe. Mais il se trouve que je pense que sur le fond, comparaison n'était vraiment pas raison et il y a une vraie différence entre un pays qui est en guerre suite à une agression et le sort qui a été réservé aux Juifs pendant la guerre. En tout cas, les excuses, elles passent difficilement. William Goldnadel a saisi l'ARCOM. Il y a plein d'associations qui montent au créneau. C'est absolument lamentable de vouloir de toute façon nazifier tout le monde dès qu'il y a des personnages un peu déplaisants, on le nazifie. Et c'est absolument odieux de dire que Tsahal, l'armée israélienne, a une politique génocidaire à Gaza. Ce n'est pas vrai. C'est un pays qui est en guerre, qui a fait certes beaucoup de morts, près de 50 000 morts, mais dont la moitié sont des miliciens. C'est 25 000 de trop, ou les 2/3. Mais de toute manière, ça n'a rien à voir avec l'extermination systématique et systémique des Juifs à Auschwitz. Ça n'a rien à voir. Alors, Clément Verena, comment vous avez réagi, vous qui êtes aussi un homme de télé quand même? Au-delà des propos... et des excuses auprès de ses amis juifs, comme il dit. De ses excuses des amis juifs et auprès aussi de ses amis non juifs. Le problème n'est pas là, mais comme le dit Stéphane, c'est même pas la peine de démontrer, passer des heures à démontrer que la guerre de Gaza n'a rien à voir, bien entendu, avec un génocide, avec la Shoah, avec Auschwitz. Mais cette nazification d'Israël, elle va bien au-delà du dérapage de Thierry Ardisson. C'est quelque chose de très ancien. C'est un élément de langage, j'allais dire. Ça fait partie c'est l'un des rouages de la propagande djihadiste, de la propagande arabe depuis des décennies. Je vous le rappelle que Zev Sternhell qui disait en 2018, peu avant son décès, qu'il poussait en Israël un racisme proche du nazisme. Ouais. Vous êtes déjà allé en Israël? Vous allez en Israël? Non, je n'ai pas envie d'y aller. Ah bah vous n'avez pas envie d'aller dans une entité coloniale.
colonial. Non, mais je vais vous rassurer sur qui Israël. Qui s'est construit à l'accaparement d'un territoire, à c'est pas travers la question. l'éviction de sa Ah non, mais population, en une Israël- épuration hydraulique Pas en à même temps, grande pas en même temps. échelle. On laisse terminer Clément Vaillanel. Non, non, Ensuite, vous allez réagir. Israël est un pays, effectivement, que vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas y aller, tout en vous prononçant sur ce pays. Bon, ça, Il il se a le trouve droit, que, oui, non, mais je vais juste éclairer sa lanterne. Je serais très content de vous apprendre plein de choses. C'est un pays extrêmement démocratique, tout à fait comparable à la France. Et il se trouve qu'il y a une extrême gauche. Il y a une extrême gauche qui a droit de citer, qui est à peu près aussi sectaire, dogmatique et stupide que l'extrême gauche française, à laquelle d'ailleurs vous appartenez. Monsieur Zef Sternel, bon, il dit je vis dans un pays nazi. Il l'écrit partout, il signe des tribunes dans le journal bien pensant Haaretz, lui et un certain nombre d'autres. Je vous dis, il y a une extrême gauche, tout à fait à l'image de ce que J'aimerais qu'on vous reste êtes. sur Ardisson quand même, parce que c'est Ardisson le sujet, on va parler après. C'était Mais pour vous allez répondre avoir le loisir de débattre, je pense. à monsieur Yanis Dalouche, représentant de la France Insoumise. Oui. Donc, cette nazification d'Israël, elle a commencé bien avant la guerre de Gaza. Il y a de quoi écrire un livre. D'ailleurs, je cite un certain nombre d'exemples dans mon livre, mais rappelez-vous la tribune en 2002 du sociologue Edgar Morin et de la future académicienne Danielle Salnave, qui effectivement comparait Israël déjà à un pays nazi. J'aimerais qu'on revienne à Thierry Ardisson, s'il vous plaît, Clément Vaillanel. Moi, sur l'image, quel est le fond de votre pensée sur Thierry Ardisson? Il y a un de ses anciens amis, il est formaté. Alain Soral, qui a balancé une vidéo, je crois qu'elle est sortie là de nouveau, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est Bruno Attal qui l'a sortie sur le réseau X, disant qu'il avait depuis toujours des accointances, il soupçonne. J'ai pas lu son dossier des renseignements généraux, je ne sais pas, je n'ai pas la technique pour sonder son cœur et son cerveau. Je pense qu'il est... Vous croyez à la sincérité de ses excuses, honnêtement? Il y a toujours... parce que quand il s'agit de Dieudonné, on n'y croit pas. L'ignorance... Pourquoi Ardisson croirait à la sincérité des excuses d'Ardisson? Ces excuses, j'en sais rien. Vous croyez à celle de Dieudonné? Non, mais ces déclarations, en tout cas, l'ignorance et... J'aurais tendance à défendre Thierry Ardisson quand même, pardonnez-moi, parce que... Pourquoi il y a deux traitements de poids de mesure? Non, mais il n'y a pas deux traitements de poids de mesure. Il se trouve que Dieudonné n'a jamais véritablement regretté ses écarts. Et puis il y a une obsession il y a chez une obsession Dieudonné, chez c'est lui permanent, que l'on ne trouve pas chez Thierry Ardisson. Ouais, il a dit une connerie, à mon sens. Thierry Ardisson, il fait parler les gens plutôt que de parler lui-même. Mais puis en plus, Thierry, encore une fois, c'est une bête de télévision, mais c'est quelqu'un qui s'imprègne des gens qui sont autour de lui. Donc moi, je l'ai vu pendant 20 ans, je l'ai vu... Donc vous ne croyez pas Alain Soral? Non, je ne crois pas. S'il y en a un auquel je ne crois pas du tout, c'est Alain Soral, ça c'est sûr. Il se trouve qu'en revanche, j'ai vu Ardisson dire blanc parce qu'il était avec des gens et dire noir 2 heures plus tard parce qu'il est avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, ambiancé. C'est quelqu'un c'est une éponge. Il se trouve que les larmes du docteur Pitti l'ont beaucoup touché et qu'à ce moment-là, il a voulu faire de la surprise. Non, mais ça c'est certain. Je le connais bien. Ardisson, il aime jouer avec l'ambiguïté. Il invitait Soral et Dieudonné, ça l'amusait de à les voir l'époque, être il y avait extrêmement pas de problème. polémiques. Bah oui, mais c'est enfin, pas grave en soi. Il a quand même fait partie, pardonnez-moi, Pas il a tous en quand même même fait temps. partie des gens qui ont mis à l'index Non, Dieudonné il paraît et que Soral c'était bien avant Non, mais est-ce que tout c'est le monde. vraiment lui ou est-ce qu'on lui met la pression aussi? Dieudonné a démenti, il n'a jamais été sorti en direct de Tout le monde en parle. D'ailleurs, c'était enregistré, Tout le monde en parle à ma connaissance. Je n'ai pas souvenir que Dieudonné était sorti. Il ne le réinviterait plus. Non, il a dit dans le communiqué. communiqué qu'il a balancé. D'ailleurs, je trouve ça formidable de mettre Dieudonné dans ce communiqué d'excuses, comme un totem d'immunité. Moi, je vous dis pas que Thierry n'est pas quelqu'un d'extrêmement maladroit dans sa défense, de même que je l'ai trouvé extrêmement maladroit de faire cette comparaison avec Auschwitz et ce qui se passe à Gaza. Mais il se trouve que cette maladresse, cette émotivité, cette envie de se mettre au cœur de la discussion aussi, parce qu'il est en promo et il a envie qu'on parle de son bouquin, tout ça fait un contexte qui explique ce qui est, de mon point de vue, quand même, malgré tout, des propos malheureux. Voilà, vous me demandez mon avis, je vous le donne en toute impartialité. Moi, j'allais dire que c'était très symptomatique de notre époque. En revanche, après ce qu'a dit Stéphane, qui le connaît très bien, je suis très embêtée parce que je me demande vraiment quelle est sa pensée. Je me dis, est-ce que c'est... Bon, quelque part, la pensée de Thierry Ardisson, je vous le dis, je m'en fiche complètement. Mais ceci dit, est-ce que c'est pas le fond qui remonte à la surface? J'ai du mal à croire que c'est un hasard. C'est tellement symptomatique de tout ce qu'on entend. On veut déposséder les Juifs de leur histoire, on veut inverser, on veut oublier que c'est la mécanisation, l'industrialisation, la mise à mort et de l'extermination. 1,1 million, 100 000 Juifs qui ont été exterminés, 90% de Juifs à Auschwitz. C'est les tatouages, les expériences, les fours crématoires. C'est ça Auschwitz. C'est pas des bons
bombardement Auschwitz. C'est pas une guerre Auschwitz. C'est aussi en 42 la planification mécanique de la solution finale. Il faut exterminer tous les juifs en Europe. Donc je peux pas pardonner une sortie comme ça. Ce que dit Stéphane par amitié pour son ami, très bien. Mais moi je m'en fous en fait. Voilà. Non, mais il est prêt à tout pour faire le buzz. C'est trop facile parce que ça veut dire qu'il est totalement inconsistant en fait. C'est un peu dans l'air du temps. Voilà, donc, je dirais qu'il est capable d'une pensée plastique. Mais il est très intelligent, c'est la plasticité du entre ce qui se cerveau. passe, D'accord. et peut-être ça va faire bondir Yanis, mais tant pis, il se trouve que je pense sincèrement qu'il est plus vrai de dire que l'armée américaine, quand elle a bombardé Dresde, a fait 400 000 morts, et que cette armée américaine, elle a tué énormément de civils. Il ne faut pas oublier aussi que le Havre ou la ville de Caen ont été rasés par l'armée américaine. C'est ce qui se passe à Gaza en ce moment. C'est une réaction d'un pays agressé où il y a eu quand même 1200 morts le 7 octobre, 7400 blessés, 250 otages dont il y en a encore 50 qui sont détenus par le Hamas. On oublie de rappeler ces choses-là. On a oublié de rappeler ça. Le gouvernement israélien. Vous avez vu, vous connaissez leurs intentions? Non, mais lisez les Bibi Leaks. Attendez, j'aimerais qu'on parle de Thierry Ardisson et après on clôt le sujet. Yannick Zalouche, vous avez écouté Thierry Ardisson. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Si on fait cette comparaison à Auschwitz, elle vous a choqué aussi. Si on fait abstraction de la rigueur historienne, bien sûr que ce qui se passe à Gaza n'est pas similaire, n'est pas identique à une planification de mise à mort industrielle de l'entièreté des communautés juives européennes. Certes, ça n'est pas similaire, mais il y a une identité de forme entre des génocides pour moi. Il y a des procédés de déshumanisation, donc notamment à travers les déclarations ça vous a choqué ou pas, des membres cette du sortie gouvernement d'Ardisson et israélien. Yannis Zalouche? Non, parce que c'est la France insoumise qui défend Ardisson maintenant, c'est magnifique. Non, mais c'est dit avec une certaine spontanéité. Et moi, j'ai horreur d'une forme de macartisme un peu ambiant qui considérait que Thierry Ardisson n'aurait pas le droit à la parole et qu'il devrait être censuré. C'est proprement scandaleux. Ces propos n'ont rien de condamnable en soi. Ils peuvent vous choquer, personnellement, vous pouvez être outré, bien soit. Moi, je ne contesterai jamais le fait que Clément puisse être choqué par ses propos, par rapport à son histoire personnelle. Je ne suis pas choqué, je les trouve inexacts, c'est tout. Voilà. Oui, moi aussi, je l'ai Moi, vous savez, je ne suis jamais sur le registre du choqué. Il me semble pas ça que trouver les propos choquants. J'ai dit les propos me semblent être une très mauvaise comparaison, etc. Très bien. Enfin, il a quand même réussi la prouesse le samedi, le jour de la diffusion, de se mettre, on va dire, à dos toute la communauté juive, je suppose, et puis le dimanche avec ses excuses, pardon, au niveau la façon d'assumer ses propos. Non, mais surtout ça suffit, ça suffit. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on utilise la Shoah pour s'indigner pour n'importe quoi, comme un outil, comme une métaphore. Mais vous ne connaissez pas cet homme, vous ne lisez même pas sa presse. Mais pas du tout. Vous croyez qu'on parle de la Shoah tous les jours dans la presse israélienne? Vous ne lisez même pas. Je ne vais pas vous mettre d'accord. C'est faux. L'introduction de l'émission. C'est un argument c'est une argutie préfabriquée qui nous sort une fois de plus. Cher Clément, on va venir à votre sujet, mais ça va être l'occasion pour vous. Gardez votre parole un instant, s'il vous plaît. D'abord, on va donc faire passer 2 dessins d'Ignace. De la coke dans le mouchoir, je n'ai sniffé que le mouchoir, n'applaudit Ignace. Et après Salomon, vous êtes juif, point d'interrogation. Mélenchon, vous êtes antisémite. Voilà donc pour l'introduction du premier sujet. Dans un instant, avec Clément Veil-Reynal. La gauche a-t-elle oublié son antisémitisme? Clément Veil-Reynal a exhumé les textes oubliés de socialistes de 1930 à nos jours pour son livre « La gauche antisémite ». Pourquoi cette amnésie perdure-t-elle? La France insoumise est-elle dans la continuité historique de cette gauche-là? Clément Veil-Reynal, ne soyez pas frustré, puisque ça va être le sujet dont on va parler beaucoup de cette gauche, selon vous, antisémite, une haine qui vient de loin. C'est le titre de votre dernier ouvrage, donc aux éditions L'Artilleur. D'abord, une question toute simple. Pourquoi vous avez sorti cet ouvrage? Il y en a un autre en ce moment qui fait beaucoup parler, c'est La Meute, qui parle évidemment d'LFI, du fonctionnement d'LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Quel constat vous faites dans ce livre, Clément Veil-Reynal? Pourquoi j'ai eu envie de l'écrire? Parce que je suis d'une génération où, effectivement, depuis, pour dire les choses rapidement, 40 ans, on nous explique que l'extrême droite en France est une extrême droite nazie, donc antisémite, qu'elle a d'ailleurs contaminé la droite, et donc on fait, en fait, périodiquement et constamment le procès de l'antisémitisme à la droite.
et à son aile d'extrême droite, ou appelez-la comme vous voulez. Or, je suis bien placé, parce que j'ai eu à connaître d'un certain nombre de dossiers, d'événements, pour me rendre compte que c'est une réécriture classique de l'histoire, comme la gauche sait le faire. Elle est passée maître dans l'art de réécrire l'histoire. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que non seulement c'est pas si vrai que l'antisémitisme serait particulièrement à droite, serait l'apanage de l'extrême droite, mais qu'en fait, l'extrême gauche et même une bonne partie de la gauche, effectivement, traînent un certain nombre de boulets, a un certain nombre de squelettes dans les placards, comme on dit. Et j'ai eu envie, effectivement, de ressortir, effectivement, les vieux dossiers oubliés, les dossiers, la poussière qui a été mise sous le tapis. Vous citez plusieurs figures historiques de gauche qui ont tenu des propos antisémites. C'est lesquelles les plus emblématiques selon vous et pourquoi ? Celle qui m'a le plus surpris et qui, à mon avis, est emblématique du propos que je veux tenir, c'est Hubert Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, figure morale incontestable. Tous les journalistes, je me rappelle, il était venu à l'école de journalisme quand nous étions au centre de formation des journalistes, quand nous étions des jeunes étudiants. Il est présenté comme un ancien résistant. En fait, à partir de 1943, quand les jeux sont faits. Et en fait, quand vous creusez la biographie d'Hubert Beuve-Méry, vous découvrez que déjà avant-guerre, il a une étrange fascination pour le nazisme. Il a écrit en 1939 un essai qui, curieusement, n'a jamais été réédité, mais on peut encore aller le consulter dans les sous-sols de la bibliothèque François Mitterrand à Paris sur microfiche, et vous découvrez effectivement que le grand sage, le grand visionnaire Hubert Beuve-Méry était effectivement étrangement fasciné par le nazisme. Et en tout cas, l'antisémitisme d'Hitler et des nazis ne le gênait pas. Pendant la guerre, il est effectivement l'un des cadres de Vichy, ce qui, curieusement, ne lui a jamais été reproché à la Libération. Rappelez-vous, dans les années 70, il y a deux grands patrons de presse. Il y a Robert Hersan au Figaro et il y a Hubert Beuve-Méry au Monde. Tout le monde se souvient les procès constants en collaboration qui ont été faits contre ce pauvre Robert Hersan, qui reconnaissait cette erreur de jeunesse, qui s'était expliqué là-dessus. Et en revanche, on a fichu une paix royale à Hubert Beuve-Méry, qui effectivement avait un passé problématique avant-guerre, pendant la guerre et après la guerre. Après la guerre, on trouve également des écrits problématiques d'Hubert Beuve-Méry concernant les Juifs. Je me suis également intéressé aux tout premiers articles du Monde, qui à l'époque sort de terre, et est un petit journal. Quand je dis que c'est un petit journal, c'est Hubert Beuve-Méry qui relit la copie, et c'est très intéressant. Dans les prémices de la création de l'État d'Israël, on ne parle pas à l'époque des Palestiniens, la Cisjordanie n'est pas aux mains des Israéliens. Eh bien, on est juste à la libération, et on décèle déjà une hostilité sournoise et très malveillante de ce journal contre Israël, où on traite les gens qui sont encore dans des camps d'internement à Chypre, derrière des barbelés. Le journaliste du Monde les décrit comme des fanatiques. Il y a un antisémitisme déjà sournois dans le monde, et je me suis posé la question de savoir si c'était pas finalement dans l'ADN de ce journal, ce qui pourrait éclairer, et aujourd'hui, qui pourrait éclairer les a priori, la ligne totalement anti-israélienne du Monde, sa dérive pro-djihadiste qui l'amène aujourd'hui, pour parler de choses tout à fait d'actualité, qui l'amène à soutenir le Hamas, à soutenir les massacres et à présenter, comme on l'entend aussi de l'autre côté de la table, à présenter Israël comme un pays belliciste, raciste. Oui, bien sûr. Ce qu'il est. Ah bah ça, je ne vais pas vous convaincre du contraire. Ça, Stéphane. D'abord, je rappellerai que Le Monde a aussi publié, a fait énormément la publicité de M. Faurisson. On a oublié, mais c'est le journal Le Monde qui lance la carrière de cet obscur historien révisionniste, mais qui a tant fait de mal sur l'idée que c'était un trucage, les chambres à gaz n'existaient pas, etc. Alors, on a beaucoup parlé des reprises malheureuses de Jean-Marie Le Pen, mais il faut savoir que c'est le journal Le Monde qui met sur le devant de la scène
Forisson, c'est personne d'autre. Et puis par ailleurs, moi je salue cet ouvrage parce qu'il y a des choses intéressantes. Oui, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à la période de Drummond, qui a écrit La France juive? Alors, parce qu'on a toujours dit que c'était un homme de droite, de la droite catholique, Drummond, le fameux auteur de La France juive. Donc c'est vraiment le premier mouvement antisémite constitué. Mais on a oublié de rappeler juste une chose, c'est qu'il s'est présenté comme député socialiste à Alger. C'était un compagnon de route des premiers socialistes français. Donc il y a une tradition historique antisémite à gauche qu'on retrouve aussi chez l'anarchiste Proudhon. En fait, il y a dans la gauche, il y a une confusion entre le capital et les juifs. Les juifs, c'est l'argent, donc les juifs, c'est le mal. C'est ça la pensée basique des intellectuels de gauche à la fin du 19e siècle. Mais pas uniquement, parce que c'est une forme d'excuse qui est présentée par certains historiens. On dit oui, c'est le début du mouvement ouvrier, il y a la misère ouvrière d'un côté, et puis il y a Monsieur Rothschild qui effectivement fait très vite fortune, et on oppose la fortune de l'un à l'infortune des autres, et on dit oui, il y a eu quelques dérapages, mais tout cela, on y a mis bon ordre. D'abord, c'est pas vrai, parce qu'on s'aperçoit que l'ensemble des pères fondateurs des doctrinaires fondateurs du socialisme français étaient antisémites. Mais il n'y a pas que la question de l'argent. Alors là, j'ai vraiment fait une découverte en faisant des recherches, en allant dans les bibliothèques, c'est que l'ensemble de ces doctrinaires socialistes, je pense à Toussenel, je pense à Charles Fourier, on a cité Proudhon, à l'époque déjà défendent les thèses raciales qui seront reprises par les nazis, par l'hitlérisme. On a longtemps cru, le sens commun nous dit, ce sont les nazis qui ont mis au point ces théories raciales. Mais pas du tout, ce sont des théories triomphantes dès la fin du 19e siècle, puisqu'on est dans le scientisme triomphant, la doctrine scientiste influe sur l'ensemble des pensées politiques. Et alors, on trouve moult écrits de ces doctrinaires socialistes qui explique très doctement que le prolétariat arien est perverti par la race sémite qui vient s'installer en France. C'est écrit partout. Et en fait, tous ces écrits, ces essais, ces pamphlets écrits par les doctrinaires socialistes de la fin du 19e, en fait, posent les jalons de la Shoah. Ils expliquent effectivement que pour que la révolution prolétarienne triomphe, eh bien, il faut supprimer physiquement ces juifs qui, d'une part, effectivement, exploitent le prolétariat, mais également, fondamentalement, ontologiquement, biologiquement, pervertissent l'histoire de France. C'est pas du tout une pensée d'extrême droite. Je vois pas en quoi ça éclaire l'antisémitisme de gauche actuellement, parce que en fait. Vous citez souvent Jean-Luc Mélenchon dans le livre. Il présente selon vous une continuité historique ou au contraire une rupture dans cette avant, tradition? Il critiquait pas, il n'avait pas d'ambiguïté antisémite. Mélenchon, avant de vouloir conquérir les 600 000 voix qui lui manquent pour être élu, donc c'est électoral, et c'est dans cette configuration-là qu'il laisse là une certaine ambiguïté. Non, justement, vous savez, on vit les. Quand il était au PS pendant 30 ans, il a eu des saillies ambiguës. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai jamais eu vent ça. Vous vous rappelez pas les saillies sur Pierre Moscovici? Vous rappelez pas de Mélenchon? Je vais pas pousser l'immodestie à vous lire des passages de mon livre, mais vous les trouverez, mais bien sûr. À l'époque, tous les auteurs étaient antisémites et racistes. Voltaire, il avait des saillies antisémites, racistes. Tous les auteurs bien entendu, la guerre, quoi. Je veux dire. Jean-Luc Mélenchon, les dérapages de Jean-Luc Mélenchon ne datent pas du 7 octobre 2023, ne datent pas même de la création de la France insoumise. Justement, il suffit de s'intéresser, de retrouver les déclarations des gens, de retrouver leurs écrits. C'est vrai que nous vivons un peu l'époque de l'audiovisuel, du numérique. Comme dit la sagesse populaire, les écrits restent, mais les paroles, elles s'envolent. Mais si vous vous donnez la peine de reconstituer l'itinéraire de Jean-Luc Mélenchon, vous savez... La FI antisémite quand il était franc-maçon au PS, je vois pas en quoi c'était son intérêt de dire des trucs antisémites. Et d'ailleurs, c'est lié, sachant qu'il y avait plus de juifs dans ces sphères. C'est lié d'ailleurs l'un des premiers dérapages est lié à la question d'Israël. C'est intéressant. Alors on va pas refaire toute l'histoire. Je vous le dis ça très rapidement. On est en 1993, c'est-à-dire au siècle dernier. J'allais presque vous dire, il y a un millénaire. Et il y a le scandale Georges Habash. Vous vous rappelez, le terroriste du FPLP qui a des centaines de morts sur les mains, y compris en Europe.
Et puis il vient en France et il y a un scandale parce qu'on le laisse entrer en France et il y a une commission d'enquête. Il y a une commission d'enquête sénatoriale pour savoir comment est-ce que ça a été possible que Georges Habache, le chef terroriste Georges Habache, vienne en France. Et dans cette commission d'enquête, il y a un jeune sénateur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, il vient de l'extrême gauche, il s'est calmé, il est revenu, il est venu un temps au PS. Eh bien, vous allez le trouver vous allez sur Internet, sur le site du Sénat, le rapport de la commission d'enquête parlementaire est toujours disponible. Et Monsieur Mélenchon, au sein de cette commission, prend la défense de Georges Habache et dit « Je ne vois d'ailleurs pas ce qu'on lui reproche, ce monsieur n'a fait que son travail ». Alors, on est toujours dans l'insinuation. Il dit pas mort aux Juifs, Jean-Luc Mélenchon. Mais il dit toujours pas. Et voilà, sur mais toute il sa dit, carrière, il dit un tueur de Juifs. Il dit un tueur de Juifs ne fait que son travail. C'est ce qu'il dit. C'est écrit encore aujourd'hui dans encore aujourd'hui dans un rapport d'enquête. Je disais pas ça pour défendre Mélenchon. Mélenchon a eu des paroles racistes. Il disait qu'il pouvait pas survivre. Je vous remercie de m'avoir posé la question et je vous ai répondu. Mais Mélenchon, il dit aussi qu'il peut pas vivre dans un endroit où il y a trop de blonds aux yeux bleus. Donc il est raciste aussi. Il assume d'être raciste. Marine Le Pen n'a jamais dit je peux pas vivre dans un endroit. L'antisémitisme de gauche va très bien avec le racisme anti-blanc. Mais l'antisémitisme actuel, c'est pas que lié à la personnalité de Mélenchon. C'est d'autres choses qui se greffent à ça. Le livre de Clément Veil-Rénal, c'est surtout de dire que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on n'est pas antisémite. Il y a des antisémites à gauche, il y a des antisémites à droite. Il y a des antisémites dans les quartiers, il y a des antisémites dans les beaux quartiers. La réalité, c'est que, on va dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme le plus problématique, il est plutôt du côté des quartiers et de la France insoumise qui essaye de récupérer les quartiers. Djihadisme, tout ça. Yannick Lalouche, par rapport à ce que disait Clément, quand j'écoute votre généalogie, j'ai l'impression de revenir à mes cours d'histoire. C'est bien l'histoire. Non, mais c'est bien sûr. Ça flatte. Je vous remercie. Bien sûr, mais si vous aviez eu justement la rigueur, la précision historienne de dire que toutes les personnes que vous pouvez citer, les Marcel Déat, les Doriot, les Drummond, etc., qui ne sont que des transfuges finalement, qui n'ont jamais été proprement de gauche, mais qui sont des opportunistes, qui se sont placés à un moment où la gauche était en pleine restructuration, était en plein essor électoral. Ces gens-là, très vite, ont fait scission au sein de leurs partis politiques respectifs. Doriot a été viré du Parti communiste français et a monté sa propre mouvance néofasciste. Marcel Déat s'est fait dégager de la mouvance de gauche, donc bien avant les années 1933, bien avant l'accession d'Hitler, etc., premièrement. Et ce que vous occultez aussi, et ce qui est grave et ce qui est dangereux, c'est que vous omettez premièrement le fait que culturellement, il y a un anti-judaïsme en France qui est issu d'un reliquat, d'un substrat qui est un apanage culturel français, qui est dû au fait de la grande catholicité triomphante, les rois de France qui étaient éminemment persécuteurs vis-à-vis des populations juives, qui étaient périodiquement persécutées et qui subissaient des pogroms jusqu'à vivre dans des ghettos à Venise, à Livourne, etc. Et le fait que vous puissiez relativiser la forme paroxystique de l'antisémitisme exterminationniste, donc qui a débouché jusqu'à l'extermination, jusqu'à la solution finale de la question juive, qui a été prononcée par les nazis. Et je vous invite à lire des historiens comme Chapoutot, comme Christian Ingrao, qui sont merveilleux et qui font justement une description très étayée sur les racines profondes du nazisme. Parce que c'est bien de parler de l'histoire, mais j'aimerais parler du présent. Vous avez lu mon livre? Non, pas du tout. Ah d'accord, merci. Parce que vous faites un grand confusionnisme en disant que ce serait la gauche qui aurait engendré le nazisme, je vous rassure tout de suite. N'importe quoi, ce qui est franchement n'importe quoi. Tout historien sérieux pourrait vous réfuter en quelques secondes. Mais c'est un jeu très dangereux que vous faites. Et sur l'accusation d'antisémitisme aujourd'hui de la France insoumise, qu'est-ce que vous répondez à ça? Elle est grotesque. Il y a des articles du Monde Quel élu de la France insoumise a été condamné pour antisémitisme? Alors j'en parle. Quel élu de la France insoumise? Il n'y en a pas. Ça c'est l'argument. Portez plainte. Mais pourquoi vous portez pas plainte? Quoi? Pourquoi vous ne portez pas plainte ou vos acolytes? Pourquoi est-ce que vous saisissez pas le procureur de la République? Mais c'est très intéressant parce que dans le livre, mais je voulais surtout vous répondre à la page historique, mais effectivement, je reviens sur des affaires comme l'affaire Edgar Morin, l'affaire... qui est juif d'ailleurs. Oui, l'affaire Edgar Morin. Oui, peut-être. Peut-être qu'il n'est pas juif. L'affaire Edgar Morin, l'affaire Daniel Mermet. C'est intéressant. Voilà un certain nombre de gens qui arrivent avec qui produisent des écrits ou des déclarations
manifestement antisémite, violemment antisémite, Ah oui, dire quand Bourdin vous est allez, antisémite. quand les écrits qu'il a produits sont des écrits C'est antisémites. n'importe quoi ce que vous Mais dites. si, C'est mais franchement si, mais n'importe si, quoi. C'est mais indigne. si, Mais c'est indigne et c'est mais si, n'importe mais quoi. il y a des juifs honteux. Il vient d'une famille en plus Je- qui a été décimée pendant mais- la Shoah. et Vous voilà. dites n'importe quoi, monsieur. Franchement, c'est. Voilà, les écrits. faut pas oublier et- Emmanuel les- Berg, attendez, qui mais écrivait non, mais Pas tous ensemble. Il peut être critique et envers il le se judaïsme, trouve, mais il pas, se trouve violemment effectivement, antisémite. il se trouve effectivement que un certain nombre c'est pas sérieux. de des tribunaux exceptions. refusent d'entrer en voie de condamnation. C'est un débat. Mais pour en revenir Au présent, moi, j'aimerais- au cours d'histoire que vous me donnez à propos de mon livre que vous n'avez pas lu, il se trouve effectivement, je parle très peu de Déa et d'Oriot, les transfuges comme vous dites, mais vous m'accorderez que des gens comme Jacques Duclos ou Maurice Thorez, eux n'ont pas été des transfuges du Parti communiste. Ils sont bien restés au Parti communiste, bien ancrés fidèlement. Ils l'ont dirigé jusque dans les années, jusque dans les années 70. Et il se trouve effectivement, je reviens sur les procès de Prague, le complot des blouses blanches. À cette époque, l'humanité, En Europe, le Parti communiste, on reparle du présent, s'il vous le plaît. Parti communiste. Il suffit d'aller. Je suis allé lire les collections de l'humanité des années 50, 60. Produisent des tribunes et des éditoriaux violemment anti-juifs. Je vais vous offrir Admettons, mon livre. non, mais Admettons. C'est la coalition du Front Populaire qui a décidé de la solution finale. L'antisémitisme C'est la du Parti coalition du Front communiste. Populaire qui a Mais décidé vous de ne la voulez solution pas me finale. laisser le dire parce que ça Vous vous dites n'importe dérange. quoi. L'antisémitisme du Parti communiste est quelque chose d'évident dans les années 50, dans les années 60. À ma connaissance, ils ne se sont jamais expliqués. Ils se sont encore moins excusés. Vous faites de grandes Et c'est quelque chose. confusions. Non, mais les écrits sont là. Quand vous dites, quand vous dites, Younes, quand vous dites que c'est la coalition, c'est pas la coalition. Yanis, pardon. Quand vous dites, Yanis, pardon, excusez-moi, je vous présente mes excuses. Mais quand vous dites que la coalition du Front Populaire n'a pas factuellement décidé de la solution finale, évidemment, mais c'est la coalition du Front Populaire qui vote les pleins pouvoirs à Pétain. C'est faux aussi. C'est Ah faux. bon, c'est faux. Le Parti Ah, bah, communiste, alors là- déjà, premièrement, ne pouvait pas voter. Ah, d'accord. Non, mais Parce c'est qu'il pas avait été faux. interdit par Si se trouve ordonnance. que, d'ailleurs, c'est Il toute avait la été interdit par Chambre qui, à ordonnance. l'époque, Les vote communistes pour les ne pouvaient pleins pas pouvoirs à voter, Pétain. Donc je ne sais même pas pourquoi les vous remettez communistes ça ne en pouvaient pas cause. voter. Ils n'ont pas payé par vote. Bon, Parce que le est-ce qu'on Parti peut communiste parler a du été présent? Moi, Alors- j'aimerais savoir. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, LFI est aussi pointé du doigt par un autre livre, je l'ai dit, La Meute, un livre écrit par deux journalistes de Libération et du journal Le Monde, justement. Alors quand même, Le Monde et Libération commencent à dénoncer les méthodes de LFI. Ça dit quoi? Ça, c'est quand même surprenant, quoi. C'est que même à gauche, l'antisémitisme de la France insoumise n'est plus un tabou. Et il suffit d'aller lire un journal comme Le Monde, qui, comme je le rappelais, n'est pas du tout un journal ami d'Israël. Mais Le Monde lui-même commence à publier des enquêtes très Est-ce que fouillées. forcément les gens qui critiquent Israël sont forcément antisémites? Non, ils ne sont pas forcément antisémites. On a le droit de critiquer Israël. Mais encore faut-il... compris en Israël. Voilà, mais Parce comme, que si vous comme allez je le dans ces rappelais... pays, vous verrez. Voilà, mais on a le droit de critiquer Israël. Mais cette critique doit supporter quand même un peu la contre-critique. Il faut que les arguments soient fondés. On peut répondre, pas forcément, on peut répondre à ces arguments. Et j'ai quand même tendance à penser qu'aujourd'hui, la manière la plus simple et la plus pratique d'être antisémite, c'est effectivement de s'abriter derrière un antisionisme de bonne aloi et d'accabler Pour vous, Israël. l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. Non, je viens de vous répondre. Si vous avez un compte à régler avec les Juifs, si vous avez une animosité particulière et maladive vis-à-vis des Juifs, si vous décrivez les Juifs comme dans les années 30, veules, radins, apatrides et lâches, votre argumentation ne portera pas. Si vous décrivez les Juifs comme liés à des soldats de Tsahal, brutaux, assassins et génocidaires, Ce qu'ils sont, d'ailleurs. vous serez... Ce qu'ils sont. Oui, mais très bien, ça n'engage Vous que avez vous. d'innombrables éléments, des mais milliers de on va en vidéos. débattre tout à l'heure. On va en débattre tout à l'heure. Je suis pas... Élise voilà. Maillot, vous êtes relativement sage depuis le début de ce débat. Quelle est votre position? Parce que c'est vrai que là, on parlait tout à l'heure du Parti communiste. Je crois que Fabien Roussel a qualifié LFI, je cite, de secte sous l'emprise d'un couple. Alors quand même, le PC qui parle de dérive sectaire à gauche, Ouais, est-ce que même la le rupture PC. avec LFI, elle est désormais irréversible? On dirait, il nous dira après Yanis. Ça m'intéresse énormément parce que ça me donne très envie de lire votre livre. Je vous remercie. La Meute, moi, ça me donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a quand même des îlots de résistance au sein du journalisme, dans des médias qui sont très à gauche, très marqués comme ça par
un engagement politique, hein, parce qu'on ne peut plus nier aujourd'hui que c'est le cas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, il y a l'affaire Dreyfus, dont on n'a pas parlé également, qui est vraiment, là, pour le coup, qui illustre exactement le propos de votre livre. Je ne sais pas si moi, j'aurais envie de savoir aujourd'hui ce que vous avez écrit dessus. Non, mais j'aimerais revenir sur le présent, s'il vous plaît, Héloïse. Le présent, sur Jean-Luc Mélenchon, tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Est-ce que pour vous, LFI, c'est un parti, par exemple, comme beaucoup le laissent entendre, qui cache des antisémites? Il les cache pas, il les met en avant. Ah oui. Ah oui, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout caché. C'est un peu le coup de je pique des bonbons et puis tant que je me suis pas fait arrêter ou qu'on n'a pas porté plainte, c'est comme si pas vu pas pris. On sait que Jean-Luc Mélenchon est un orateur extraordinaire. On sait qu'il a une vraie culture historique. On sait qu'il sait très bien jouer avec la rhétorique. On le sait très très bien. On sait aussi qu'il y a des accointances avec le Hamas, hein, avec des partis. C'est faux. Ah oui, Urgence Palestine n'a pas d'accointance, par exemple. Quelles accointances factuellement vous avez il n'y a des pas éléments? d'accointance. Vous avez non, des éléments Urgence étayés qui montrent des Palestine, liens factuels Urgence Palestine, laissez-moi parler. Urgence Palestine ne soutient pas le Hamas sur sa propre page, ne va pas dire quand Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne, insulte et injurie. Il n'est pas question de soutenir le Hamas, il est question de remettre en perspective un conflit colonial. Urgence Palestine soutient concrètement le Hamas. Est-ce que vous êtes incapable de le faire? Vous êtes dans l'immédiateté du constat. Est incapable de démentir. Et je vais vous dire, moi ça m'a fait rire parce que je suis allée voir quand même le site d'Urgence Palestine, je me suis coltiné ça. Alors vous savez quoi, on va lancer juste un petit magnéto avant et ça nous enchaîne facilement avec justement la présence ici d'Yanis Dalouche. À tout de suite. La dissolution d'Urgence Palestine est-elle méritée? La dénonciation d'un prétendu génocide palestinien par l'association est-elle un paravent pour dissimuler des opinions plus radicales? Cette dissolution est-elle souhaitable? Voilà, donc évidemment, Héloïse Maillot, je vous ai un peu interrompu. Ça a l'occasion justement de parler avec Yanis de son militantisme, hein, puisque vous êtes donc membre de la France Insoumise, vous êtes militant de la France Insoumise. Alors déjà, j'aimerais bien que vous nous confirmiez cela, mais vous êtes aussi, je crois, donc membre de cette association qui est en voie de dissolution, Urgence Palestine. C'est bien ça? Absolument, depuis quelques années maintenant. D'accord. Et donc, ça faisait réagir moi, ça me fait réagir par rapport au fait que toutes les preuves sont là. On le voit, ça respire l'antisémitisme par tous les pores de la peau. Mais on est encore en train de nous dire, mais non, on n'est pas antisémite. Pardon. Quand Elias Dimzalen fait un tweet, je crois que c'est un conseiller d'Urgence Palestine, par exemple, hein, qui fait un tweet, je ne vous parle même pas des appels à l'intifada, d'ailleurs, on va en parler, en plein Paris, ce qui est un scandale. Il fait un tweet donc sur Twitter, sur X, en disant, en s'adressant à Tarek Obrou, imam de Bordeaux, ancien frère musulman, qui, à mon avis, l'est toujours, il n'y a qu'à aller voir le sujet en ligne que tout le monde peut aller voir, hein, de Mohamed Louizi, qui lui-même est un ancien frère musulman et qui alimente très bien et documente le fait que Tarek Obrou et qui a déclaré publiquement sur le service public, sur France 2, il me semble que c'était, qu'il était frère musulman. Alors, c'est pas un club, le frère musulman, c'est pas le club de sport au coin de la rue. Quand on prête serment, on n'en part pas comme ça. Tout d'un coup, on se dit, je suis plus frère musulman. Et Elias Dimzalen fait un tweet en disant, quel coquin, ce Tarek Obrou, il dit en public à la télé qu'il ne me connaît pas, alors qu'il m'a tout appris, la takia, il me l'a apprise. C'est lui qui m'a tout appris. C'est vraiment le meilleur. Il vous faut quoi de plus? Quand Omar ou Souleymane fait des appels à l'intifada en plein Paris en disant on va refaire Al-Aqsa, qui est le nom du 7 octobre, on va refaire ça. On a commencé par des pierres et des je ne sais plus quoi, mais c'est que le début. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Et qui fait des appels. Et dans les manifestations, elles sont enregistrées, les manifestations aujourd'hui, on entend les anti-sionistes, abat les sionistes, mais on entend les anti-juifs aussi. On les entend. Non. Si, on entend très bien. Tout ça est filmé. C'est faux. Non, c'est pas ce que faux. vous dites. Non, c'est absolument pas faux. On entend tout ça très bien. Ça a fait l'objet de condamnation. Et je vous passe les jeux de mots avec Yael Braun-Pivet et tous les jeux de mots totalement nauséabonds sur lesquels surfe Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, bien sûr, c'est facilement très Yanis, facilement
Alors, Moi, je voulais juste te non dire. mais Stéphane, juste avant, j'aimerais demander, est-ce qu'on peut distinguer à gauche quand même la cause palestinienne d'un discours parfois très proche de l'antisémitisme? Est-ce qu'on peut encore être pro-Palestine sans être taxé d'antisémite, par exemple? Oui, on peut être pro-palestinien sans être antisémite. Moi, je ne vois pas l'incompatibilité de facto. Il se trouve que, en revanche, je n'abonde pas beaucoup dans ces discours qui consistent à mettre tous les juifs dans le même sac et tous les juifs dans le même sac avec Netanyahou en tête de gondole. On a le droit. Ce que fait l'État d'Israël Vous dans sa n'êtes jamais allé en proclamation. Israël. Dans sa proclamation, vous ne connaissez pas dans le- les Je vous discours, rejoindrai pas dans les là-dessus. discours, Parce que Stéphane termine et après Yanis différence réagissait. avec vous, Yanis, moi j'ai mis souvent les pieds en Israël. Il se trouve que j'ai découvert Israël vous il y a n'écoutez 15 pas ans très bien les gens du simplement et j'y gouvernement suis israélien. allé à l'occasion du tournage d'une fiction. Et puis j'ai trouvé ce pays tout à fait intéressant, très vivace, très entreprenant, un peuple intéressant, un peuple épris de liberté. C'est une démocratie, il n'y a pas à en douter là-dessus. Il se trouve que tout en haut de la cour, ce qui est l'équivalent de la Cour suprême israélienne, il y a une femme voilée qui siège. C'est quand même la preuve d'une certaine forme d'ouverture d'esprit. Il se trouve que tous les musulmans, il y a 20% de musulmans qui vivent en Israël. sont des Et je vous sous-citoyens. assure qu'ils n'ont pas envie de donner Qui sont leur des place. sous-citoyens. Ils sont des sous-citoyens, nous dit. Non, ce ne sont les pas des organismes sous-citoyens. internationaux parle d'un pays où ils refusent de mettre les l'Afrique pieds. du C'est Sud et embêtant. à la Dans moins cause de des 3% Noirs, du qui en territoire Afrique qu'il du aurait Sud, assigné. en Afrique du Sud, Moins les de Noirs avaient des 3% du wagons territoire pour eux qu'il dans les trains. Ça n'existe pas, ça, en Israël. Moi, j'ai pris le Ah, tramway ça des existe tas pas de en fois. Cisjordanie. Il n'y a pas Non. des, Il y a pas de ségrégation en Cisjordanie. non, il n'y a pas Il y a de pas des wagons corridors réservés érigés aux barbelés. musulmans et de wagons dans le déni. réservés Vous êtes dans aux le déni. Israéliens. Mais vous êtes dans l'ignorance, Vous êtes dans l'ignorance complète. Mais vous vous Là, pour le coup, complaisez vous dans êtes votre l'ignorance des ignorance. choses. Allez, Yanis, je vous réveille. Et vous savez, est-ce que vous savez que les musulmans sont mieux représentés en Israël à la Chambre des députés qu'ici en France? C'est une honte, hein, notre représentation nationale en France, tellement elle est blanche. Mais ça c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Mais vous avez des œillères. Vous devriez y aller la en colonisation. vacances. Mais Vous niez les massacres. d'abord, je ne parlerai pas de colonisation quand on sait que le roi David, en moins 800, avait le Donc, royaume des d'Israël. revendications qui sont Mais oui, c'était 800 C'est ans avant n'importe quoi ce que vous Jésus-Christ. dites. Et c'était bien avant vous dites l'existence de Mohamed. Vous vous dites Alors donc, républicain si tant est qu'il existait. Vous Mais vous il dites se trouve républicain que... Pardon? Vous vous dites républicain? Oui, je suis républicain, bien sûr. Et vous dites donc, vous proclamez sûr. que des individus qui réclament, qui revendiquent un territoire sous fond de légitimité religieuse, c'est quelque chose qui vous heurte pas, c'est quelque chose de parfaitement normal. Moi, demain, je peux venir chez vous dire que mon livre religieux est un cadastre, que ce qui vous appartient m'appartient, que je peux prendre votre maison, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous dis, Mais c'est c'est ce qu'en que dit le Israël... Hamas. C'est ce que dit le Hamas. C'est ce que dit le Hamas. On prenait la destruction d'Israël. Alors ça, je ne vous laisserai pas Vous êtes donner aux- des vous êtes leçons aux de antipodes de la républicanisme. Allez, certainement Stéphane vous pas. répond, puisque vous l'avez mis en Moi, cause. je vous réponds très simplement. Je sais ce que ça veut dire parce que j'en ai interviewé beaucoup plus que vous, parce que je suis allé, là-bas plusieurs fois, et j'ai interviewé des tas de musulmans sur place israéliens qui se font soigner, qui mènent une vie prospère, économiquement totalement insérée. Je vous assure qu'il y a des leçons à prendre de ce régime que vous sous-estimez parce que vous n'y êtes jamais allé. Et vous devriez vous intéresser au contraire aux des voisins émeutes, d'Israël. on a des émeutes Vous tous les verriez mois comment dans on les vit grandes en Égypte, universités. vous verriez comment on vit en Syrie, vous verriez comment on vit... Non, mais là, vous faites du relativisme. Non, Moi, pas j'ai du juste une tout. objection en fait. Pas du tout. Allez, Yanis, ensuite Clément. Yannis, qui aimerait savoir. mais c'est pas ça que je voulais est-ce dire. Moi, je voulais dire une chose juste. Pardonnez-moi, je voulais juste Stéphane Terne. dire que Urgence Palestine, par ailleurs, moi, je trouve scandaleux de vouloir dissoudre Urgence Palestine. Il se trouve que je suis détenant de la liberté et je suis autant d'ailleurs choqué quand on me dit qu'on va dissoudre un groupe, je ne sais lequel, qui a des idées de droite ou d'extrême droite. Mais je trouve que c'est Génération identitaire, au hasard. moi, génération identitaire, je suis choqué qu'on puisse vouloir dissoudre ces associations. Elles ont une légitimité, elles représentent des gens. Pourquoi est-ce qu'on va les interdire? êtes De même d'accord, que je Clément comprends Bayard parfaitement qu'on ait envie Allez, le de se philosophe. battre pour la Je pense que ce que veut dire Palestine. Yanis, est-ce que le fait qu'un gouvernement apparemment, certainement un peu d'extrême droite, se réfère à des textes sacrés, très anciens, pour légitimer une espèce de grand Israël, donc qui grignote peuple et territoire. En fait, ce qu'ils pensent. Non, mais en tout cas, c'est ce que les gens pensent. C'est peut-être les motifs de Netanyahou, j'en sais rien. Et c'est même pas moi, je suis ni musulman, ni arabe, ni Vous juif. pouvez faire le distinguo entre les Israéliens, le système israélien, démocratique israélien et Netanyahou. Oui, mais justement, on n'est pas en train est-ce que c'est ça son motif? défendre Non, mais Netanyahou. est-ce que c'est ça son motif? C'est juste ça. Sa question, c'est est-ce qu'il veut accomplir un grand Israël messianique et ethnique? Nous, on a élu En fait, c'est ça. Emmanuel Macron. Tout le monde est libre de se
tromper à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que vous voulez que je Sur vous dise? l'Israël messianique, le grand Israël. Non, mais peut-être que Netanyahou a un projet épique qui puise dans des Clément textes Bernard. anciens C'est ce qu'il a et revendiqué. épiques. Mais non, mais c'est pas absurde de le penser. Pourquoi pas? Enfin, C'est ce qu'il a il se revendiqué, réfère le pas. grand pays. Il se Il a réfère pris pas une au carte droit d'Israël qui a international. inclué Il a le tous droit les territoires de d'avoir, Cisjordanie il a et la des- bande de Gaza. Ça peut se prendre pour Napoléon, avoir des délires de grandeur. Les revendications territoriales. Les Français de sont celles-ci. Napoléon. Smotrich, encore De toute pas façon, plus il y a tard plusieurs qu'hier, a dit qu'il conversations. fallait J'arrive pas à annexer. suivre toutes les Non, mais je veux conversations à dire, la les fois. Français adorent Napoléon, le Grand Empire, etc. Il y a certainement beaucoup d'Israéliens qui aiment bien cette idée de Netanyahou, d'un projet de grand Israël. Et pourquoi pas, si j'étais juif et israélien, je pourrais adhérer à cette idée. Quand vous dites un grand... Pourquoi pas? En tout cas, si Ouais, alors vous pourquoi- êtes juif quand- israélien, vous pouvez descendre dans la rue pour dire que vous emmerdez Netanyahou. Ça, c'est pas possible dans les Mais je dictatures. ne le nie pas, je ne le nie pas. oui, Mais c'est c'est juste pas une mal. question, c'est juste une question. Monsieur, même moi, je vais me promener les soirs de manif dans les rues de Tel Aviv, qui sont d'ailleurs des manifs qui sont... Clément Bernard vous répond et Et ensuite. une scène de tabassage de Mais, familles d'otages. oui, mais comme vous dites, comme vous dites, vous Frappé dites- par la police mais israélienne. c'est pas vrai, Si, mais si, c'est pas si, vrai. c'est Mais non, factuel, bah non, c'est pas partout. vrai. Bon, attendez, Je on vais même laisse pas parler. polémiquer, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas et vous décrivez. Clément Bernard aimerait. décrivez- Clément Bernard vous répondre, Yannis, s'il vous plaît, juste Il y a après. même en 2024 ce qu'on Mais appelle- oui, c'est ça. Vous décrivez une situation complètement fantasmatique. Vous fantasmez. Peut-être que vous C'est la avez lu. réalité. Peut-être que vous avez la lu réalité. Rouge, l'hebdomadaire Rouge, ou l'Humanité. Non, mais alors, moi, j'ai Non, une mais- autre question, je vais rebondir sur. Ouais, alors, allez-y vite et après, on termine. Non, mais c'est sûr qu'il y a, sur le fond, il y a un vrai problème de perception d'Israël, parce que vous pensez à des textes religieux. C'est pas juste un problème de texte religieux, c'est qu'au-delà de la religion, il y a un peuple juif. Ça, personne ne le nie. Il y a un peuple juif. Et je reconnais, et c'est la grande difficulté, si on est là ce soir un peu pour réfléchir ensemble, tous ensemble, de manière contradictoire, il y a un vrai problème, effectivement. Nous, les journalistes, on dit toujours sans précédent, c'est sans précédent, alors que c'est souvent des vieux marronniers. Et s'il y a bien un événement sans précédent, donc on a du mal à appréhender, pour lequel on a du mal à trouver une grille de lecture, c'est qu'il n'y a pas, à l'échelle de 2000 ou 2500 ans d'histoire, vous n'avez aucun peuple, effectivement, qui revient chez lui. Ça, c'est vrai que c'est très compliqué à appréhender, même pas à expliquer, à appréhender. Chez lui en Palestine. Oui, Il n'est pas chez lui. oui, mais Il n'est mais pas chez lui on en fera un débat. Palestine. Mais c'est un peu quand même, un Non, peu. bah, Ah bah c'est si. pas ça. Mais alors je vais vous dire. Mais non, mais vous contestez. Les Je vais- primo-sémites. Mais non, Très mais bien. alors, Les je vais même Pas cette les fois, Ashkénazes. on va pas remonter jusqu'à la Bible. Mais pas en même temps tous, Clément Bernard Non, non, termine. on va pas remonter jusqu'à la Bible, mais simplement il y a une légalité internationale. Mais non, il y a une légalité internationale. Et elle est là. Mais je vais vous dire juste une chose. Je voulais vous répondre sur un autre point. Parce que ne faites surtout pas de procès en républicanisme avec Stéphane Simon. Vous incarnez un courant politique qui n'est pas républicain. Si, justement, mais non, qui défend vous êtes, ardemment mais la non, République. mais oui, mais Si. vous jouez sur les deux tableaux. Vous êtes révolutionnaire. Vous êtes pour la défendons ardemment la Laissez-moi terminer. Vous êtes pour la violence dans la rue que vous mettez en œuvre régulièrement. Vous êtes pour accabler, et c'est bien au-delà de la question d'Israël. Vous êtes pour accabler les adversaires politiques. Vous êtes pour supprimer la liberté d'expression et l'ensemble des libertés publiques. Et vous êtes pour l'instauration Nos élus d'une reçoivent dictature. Mais quotidiennement des relisez menaces vos de textes mort. fondateurs. Mais relisez. Quotidiennement des menaces de Mais mort. vous êtes De numéros israéliens. restés les léninistes que vous avez toujours été. Relisez vos textes fondateurs. Vous êtes pour la dictature. Vous êtes d'ailleurs dans une forme de taquilla politique. Ah bon. Vous dissimulez. Ah oui. Bien sûr. Le complotisme, etc. Non, pas On est dans la complotisme. dissimulation. Vous jouez sur les deux tableaux. Les faux semblants, Vous jouez la etc. carte républicaine Ça ne se fonde pour sur essayer rien. de vous en. C'est Mais du si, procès d'intention, c'est ridicule. mais relisez vos propres C'est du procès déclarations, d'intention, c'est ridicule. vos propres textes fondateurs, votre propre On histoire. va pas refaire. Où est-ce qu'il y a eu Qui a donné naissance à du terrorisme en France, à du terrorisme assassin, sanguinaire, action directe? Ça venait pas de l'extrême droite, ça venait de l'extrême gauche. Pourquoi vous parlez d'action directe, là Mais parce que, mais c'est votre histoire. C'est pas sa faute à lui La personnellement. bande Abadère. mais Moi, je ne suis pas le comptable de la bande Abadère. Mais si, politiquement, vous représentez vous représentez la France insoumise, qui est un mouvement d'extrême gauche. Eh ben, intéressez-vous un peu à l'histoire de l'extrême gauche et de la gauche française et de l'extrême gauche, puisque vous ne voulez pas vous intéresser à Mais l'histoire alors moi j'ai d'Israël. une autre question à poser à Yanis Dalouche, qui est toute simple, Yanis. Est-ce que votre combat pour la Palestine, il inclut aussi une condamnation des régimes islamistes ou autoritaires dans la région? Bien sûr. D'ailleurs, il y a des. Je les ai jamais entendus. Pardon. Jamais. dit ça. On vous entend jamais parler pour la de question dénoncer la charia. Non, mais Le traitement fait aux Palestiniens. Si Jamais vous étiez, critiquera des- il y a un peuple qui souffre. En effet, les Palestiniens souffrent, c'est horrible. Mais quand est-ce que vous êtes solidaire, parce qu'il y a écrit solidaire en gros sur le site d'Urgence Palestine, quand est-ce que vous êtes solidaire des Palestiniens qui sont allés défiler pour dénoncer et dire Hamas dehors, Hamas
terroristes. On veut plus du Hamas. Mais on a Et toujours il n'y a beaucoup que les de tweets. hommes dans la rue. Il n'y a pas les femmes. Vous mettez Vous les nous femmes. avez On se jamais demande écoutés. pourquoi d'ailleurs il n'y a pas les femmes dans la rue. Vous mettez les femmes en plus. Une transition Vous démocratique mettez les au sein du enfants en territoire plus dans la palestinien. rue. Bien sûr. Pardon? Nous avons toujours revendiqué une transition démocratique au sein des territoires palestiniens. C'est quoi cette Toujours? histoire? Ah oui, elle est où? Bah oui, toujours. Elle est où votre? Nous avons toujours c'est revendiqué de une l'obus transition avec démocratique. Nous avons toujours dit que Non, mais le elle est Hamas, où? Elle est que où, le cette- Hamas, que Non. le Hamas n'est- que Non, le Hamas vous n'était pas avez une alternative publié- crédible et pérenne à l'avenir Oh, des vous êtes- Palestiniens. non, vous avez Hamas, publié- mouvement Vous avez qui a publié été sur nourri votre par l'État d'Israël Instagram directement. Urgence Palestine, vous, je sais pas qui, en Qui a été nourri par l'État solidarité d'Israël en avec grande le partie. Hamas en disant Avec que l'approbation de Netanyahou et beaucoup la par le Qatar. profonde tristesse, Avec parce l'approbation de que Netanyahou. la profonde tristesse Allez. quand Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a dit maintenant ça suffit, rendez les otages, il y en a ras-le-bol. Au lieu de soutenir ça et de soutenir Israël n'a jamais voulu zéro récupérer trace ses du otages. soutien Allez, des Yannis, c'est quoi? Palestiniens, Vous reprenez zéro le trace narratif, du soutien des on a connu le Palestiniens, narratif zéro. éculé. Et On le a droit des récupéré femmes, près de 200. elle Ridicule. s'assoit dessus, le droit des femmes. C'est beau comme projet de société. C'est ça le projet de société que vous Qu'est-ce souhaitez que vous pour les racontez, Palestiniens? Non, mais Qu'est-ce je que vous vous pose la racontez? Vous question, dites n'importe on quoi. l'entend jamais. Il faut Vous bien faites des amalgames dénoncer ça. grossiers, Ah le non, Hamas, le droit des femmes, etc. Non, mais vous L'islamo-gauchisme, arrêtez de c'est répondre pas un à côté de la amalgame, plaque. c'est une véritable Arrêtez de alliance. répondre à côté de la plaque. Moi, je suis une femme. Allez, posez une question à Yannis, Est-ce on que j'ai termine envie, là-dessus. moi, d'aller vivre? Vous seriez une femme, vous auriez envie d'aller vivre en Palestine? Vous seriez une femme homosexuelle, vous voudriez aller vivre en Palestine? Le droit des Vous minorités. êtes massacré à Gaza, donc c'est compliqué de vivre à Gaza en ce moment. Ça, Ah c'est oui, sûr. mais- Vous avez 90% de l'enclave qui est Ça n'est pas intégralement une dévastée. enclave. Ça n'est pas une enclave. Bon, allez, on va pas vous mettre d'accord, on va terminer ce débat. Votre Et... mauvaise foi vous précède. hein, Allez, on franchement. termine avec les dessins d'Ignace. Le hic dans l'antisémitisme, c'est que nous sommes aussi sémites l'un que l'autre. On peut l'applaudir. Dérapage antisémite de LFI, là on voit la caricature de Yanis Dalouche. Il faut dire que le terrain est très glissant. Et oui, il est glissant, mais on va quand même continuer de parler de cette histoire, de cette actualité dans la région avec le livre de Stéphane Simon. À tout de suite. 7 octobre, une guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël. Stéphane Simon, à l'occasion de la sortie de son livre Israël-Iran, la guerre secrète, révèle la guerre que se livrent les services d'espionnage d'Israël et du régime des mollahs iraniens ainsi que de ses alliés. Donc la suite de ce Bistro Liberté animé, donc. Alors on va rester encore dans la région, donc on est ravis de vous avoir parmi nous, cher Stéphane Simon, puisque au-delà d'avoir été coproducteur de Thierry Ardisson, vous êtes là aussi parce que vous sortez vous aussi un livre, c'était chez Fayard, d'ailleurs votre maison d'édition habituelle, j'ai l'impression. Non, c'était chez Plomb auparavant. Ah oui, c'est chez Plomb, d'accord. En tout cas, vous livre sortez sur donc Samuel 7 Paty. octobre la riposte, Israël-Iran, la guerre secrète. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi vous avez choisi de publier ce livre maintenant ? D'abord parce que il m'a paru quelques mois après le 7 octobre qu'on avait un peu rapidement tourné la page du 7 octobre au moment où remontaient au contraire beaucoup d'informations sur ce qui s'était passé. Et j'en veux beaucoup à tous ceux qui ont commencé à minimiser le 7 octobre et avec un discours de révisionnisme ont commencé à dire que finalement Israël n'avait que ce qu'il méritait et que finalement c'était un régime dictatorial qui pratiquait l'apartheid et que tout ça était mérité. Et évidemment, c'est posé pour moi l'envie, comme je l'avais fait pour Samuel Paty, c'est-à-dire de revenir après coup sur un événement qui a marqué la mémoire collective et de le reprendre à froid. Expliquer donc dans un premier temps ce qui s'était passé durant les journées du 6 et du 7 octobre. Pourquoi le renseignement israélien a failli? On va peut-être y Dans cet revenir. ouvrage aussi, Et la puis, surconfiance technologique d'Israël. oui, cette espèce de péché serait endormi par sur ses excès lauriers, de l'armée confiance, par arrogance aussi du haut commandement militaire israélien, on y reviendra si vous le voulez. Et puis, dans le deuxième tiers et le troisième tiers du livre, il était question d'expliquer que le traumatisme du 7 octobre a agi comme un électrochoc. Cet électrochoc a obligé Israël à repenser sa défense. Et plutôt que de se mettre à l'abri derrière de murs, c'était une erreur qu'ils avaient déjà commis du temps de la ligne Barev avec l'Égypte. Et quand un peuple ne se souvient pas de ses erreurs, il les recommence. Et c'est ce qui s'est passé en s'imaginant être à l'abri derrière les murs de Gaza ou les barbelés de Gaza, si vous voulez. Et il se trouve qu'en plus, il y a dans cet électrochoc, dans ce sursaut sécuritaire d'Israël,
il y a la certitude qu'il faut restaurer sa suprématie militaire dans la région. Sinon, l'existence même de l'État hébreu sera remis en péril. Et c'est une question existentielle, donc j'insiste là-dessus. Et nous racontons ainsi qu'est-ce qui s'est passé, la réorganisation des services israéliens et puis les opérations qui ont eu lieu avec une seule, finalité qui est très importante et dont on parle si peu dans les médias au moment des grandes messes d'information, c'est en fait de faire tomber cette fois-ci l'Iran. Car aujourd'hui, si vous voulez, tous les spécialistes de la sécurité israéliens, les militaires français qui partagent aussi avec le Mossad et d'autres des informations, nous ont tous raconté la même chose. C'est une guerre contre la pieuvre qui est l'Iran, la tête de la pieuvre étant l'Iran, qui donne l'argent, qui donne le matériel militaire et qui donne les ordres à des tentacules que sont le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et puis le régime de Bachar el-Assad qu'il soutenait ardemment aussi. Et donc, on ne raconte pas, si vous voulez, le travail journalistique en général, c'est l'écume de l'actualité. Nous, on s'est intéressé à l'océan qui est en dessous et qui raconte finalement une guerre de l'ombre et comment le Mossad, l'unité 8200, vont décider d'opérations qui ont conduit à totalement éliminer les chefs du Hamas, mais également de décapiter totalement la chaîne de commandement du Hezbollah, de faire tomber le régime de Bachar el-Assad, de donner aussi des leçons aux Houthis au Yémen. C'est encore il y a très peu de temps que l'on a vu que l'aéroport de Sahana a été détruit par Tsahal et également le principal port de commerce du Yémen. Et enfin, la capacité qu'a eu le Mossad d'infiltrer le régime iranien pendant tant et tant d'années, et aujourd'hui d'arriver à tuer, éliminer le chef du Hamas, le chef Ismaël Haniyeh, sur le propre territoire iranien, alors qu'il venait d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Il a été éliminé dans une résidence surveillée qui dépend du palais présidentiel iranien. C'est vous dire l'importance de la guerre de l'ombre, de l'infiltration, du travail incroyable que l'ont fait les services israéliens, qui sont des services absolument redoutables. À travers les récits d'opérations secrètes que vous relatez, est-ce qu'on peut dire que le droit international est totalement contourné dans cette guerre invisible? Je crois que ce qui fait la particularité du Mossad et des services spéciaux israéliens, c'est d'être investi d'une mission qui est la véritable survie d'Israël et que, quelque part, la fin justifie les moyens. Et il se trouve que la deuxième particularité, c'est que les services spéciaux israéliens travaillent de très très près avec le pouvoir politique israélien. Donc ce sont des services qui sont extrêmement redoutables et redoutés. Il faut savoir que la fameuse opération des beepers dont vous avez tous entendu parler, c'est-à-dire quasi simultanément 4000 beepers qui sont à la ceinture des cadres du Hezbollah vont se mettre à émettre le même message. Il faut appuyer sur deux boutons, tout le monde appuie sur deux boutons, il y a 4000 personnes qui sont grièvement blessées et certains vont mourir, une dizaine vont mourir. Et si vous voulez, cette opération, elle a commencé 10 ans plus tôt. Ce sont des opérations de très haute voltige. Là, je ne me place pas sur le plan moral. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Je ne fais pas ce travail-là. Je laisse les éditorialistes de tout poil s'occuper de ça. Moi, je veux porter à la connaissance du public ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, depuis plus exactement le 6 octobre, jusqu'au 3 février dernier, où on a vu le président Trump recevoir Benyamin Netanyahou, et puis Benyamin Netanyahou offrir, je ne sais plus si vous en souvenez, mais des beepers en or et faire référence à ces opérations incroyables. Il faut raconter ce dont est capable ce petit État de 9 millions d'habitants, dont je rappelle qu'il tient la dragée haute depuis 70 ans à l'ensemble des dictatures tout autour qui veut sa destruction. Sachant que ce qui est très intéressant et qu'on sait beaucoup moins, c'est que la République islamique d'Iran est un régime mafieux, tentaculaire, qui fait du trafic avec les cartels d'Amérique du Sud, trafic qui passe par l'Afrique et qui a installé, donc il ne s'agit même pas que d'Israël, ils déstabilisent toute la région. Et ils ont installé leur base arrière au Liban,
Donc là-bas, il y a le blanchiment d'argent. Et donc, voilà, donc je trouve ça très intéressant aussi. Je ne sais pas si vous en parlez, Stéphane, dans votre livre. J'en parle et je pense, si vous voulez, après avoir travaillé avec Pierre Réhoff, mon co-auteur, sur ce livre pendant si longtemps, je pense, si vous voulez, que le principal ennemi de la paix dans la région, c'est l'Iran. C'est pas Israël. Et l'Iran est d'un cynisme absolu. La cause palestinienne, ils s'en moquent comme d'une guigne, si vous voulez. On l'a vu d'ailleurs quand le Hezbollah a massacré un camp de Palestiniens qui s'appelle Yarkout en Syrie. Ça montre bien que, si vous voulez, ils se moquent totalement du sort des Palestiniens. Le droit international, alors, est-ce que du coup Israël Netanyahou est en porte-à-faux avec le droit international, mais est-ce que le droit international c'est une horde de gauchistes, ou est-ce que parce qu'il n'a pas un mandat d'arrêt pour criminels de guerre et tout ça, il n'est pas... J'ai une réponse pour vous. En ce qui concerne les épisodes que vient d'évoquer Stéphane Simon, je vous rappelle qu'il y a un article de la Charte des Nations Unies, qui est l'article 51, qui dit que quand vous êtes l'objet d'une agression, vous pouvez vous défendre. Oui, sûr, vous pouvez mener la guerre. Oui. Vous pouvez mener la guerre. Et donc, cette guerre la question, que vous menez... c'est jusqu'où La question, c'est jusqu'où. Parce que du coup, j'allais vous le préciser. On meurt, on se fait bombarder. J'allais vous le préciser. À la rigueur, ils devraient sortir de la zone, parce que j'allais rien rester à Gaza maintenant. J'allais vous le préciser. Et donc, effectivement, cette guerre que vous avez le droit de mener, elle comprend la guerre secrète. Vous avez le droit, effectivement, on n'est plus à la guerre. Mais elle est terminée, la guerre. Mais non, non. Mais Gaza, mais les mecs n'existent plus. Non, mais ils bouffent des grains et des semelles de chaussures. Non, c'est pour rapporter. Non, c'est pas un génocide, mais la guerre contre Gaza, elle est terminée. Les Palestiniens, ils n'ont même plus pas en même temps. Ils n'ont même plus de cailloux, d'arcs et de flèches, ils n'ont plus rien. Mais il y a encore des soldats. Stéphane, vous disiez. Le philosophe répondait à Stéphane. Stéphane, vous disiez que les services secrets israéliens sont extrêmement compétents. Vous disiez, je ne parle pas d'un point de vue moral, mais ils sont compétents. L'armée est compétente, ils ont des avions, ils ont des bombardiers, tout ça, c'est super. Mais la guerre, elle est terminée. Non, la guerre n'est pas terminée. Mais je viens de vous expliquer que la guerre, elle est... Vous dites une contre-vérité. La guerre, elle se joue sur plusieurs fronts. Ne réduisez pas. Il reste 3 brigands. Justement, il faut décoller. Parce que, Jules, pardonnez-moi, mais il me semble que vous faites un travail, le philosophe, vous faites un travail d'information aussi à votre manière. Vous devez décoller le nez de l'actualité, de la petite actualité, de cette espèce de séquence permanente. Concrètement, à Gaza, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Il va reprendre cette zone qui est une espèce de petite brique de Lego qui manque à son pays, qui est totalement absurde géographiquement parlant. Qui se joue. Oui, mais c'est une partie du conflit. Je vous explique précisément qu'on est dans une guerre. Il y a aujourd'hui au Moyen-Orient une guerre qui va changer la face du Moyen-Orient. Il y a une vision géopolitique d'Israël qui va changer la face du Moyen-Orient, qui n'est pas celle des États-Unis. C'est quoi le but final ? Je viens de vous l'expliquer. Non, mais là, ça me navre. Ça me fait beaucoup de peine. Ils sont en train d'évacuer les Palestiniens. Après, il y a l'Iran. Je vous explique que qui a, si vous voulez, la cible au milieu du front, c'est le régime des Mollahs. C'est, cette fois-ci, la guerre qui est menée par Israël est une guerre complète qui va libérer la région, qui veut libérer la région de l'influence iranienne, qui est une influence absolument désastreuse. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment les gens tomber le gouvernement iranien, en fait. Le régime iranien. Il y a un an, on disait la République islamique d'Iran a de quoi monter les pièces. Apparemment, Stéphane, vous me direz si je me trompe ou pas, mais techniquement, on peut avoir les pièces pour monter la bombe, une arme nucléaire, mais il faut 2 ans en fait pour la monter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en pièces détachées. Ils en ont 200. Non. L'arme nucléaire, je pense. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont disparaître avant qu'ils soient en capacité de la monter, de l'assembler. Le combat contre la montre aujourd'hui, c'est celui-là. C'est d'empêcher l'Iran, qui sait qu'aujourd'hui, elle est en train de perdre énormément d'appui dans la région. Ils ont perdu le Hamas, ils ont perdu le Hezbollah, ou peu s'en faut, mais ils ont perdu Bachar el-Assad. Les Houthis sont complètement déstabilisés au Yémen. Vous voyez bien que dans la région, ils sont en plein recul. Il se trouve que, néanmoins, la course à l'armement atomique est lancée depuis quelques années déjà par le régime des Mollahs, qui ment odieusement aux commissions d'enquête internationales et qui est sur le point. L'État d'Israël. Israël officiellement n'a pas de bombe atomique. Officiellement. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Israël me semble bien avoir le. Stéphane, le 7 octobre, ça a marqué un changement de doctrine pour Israël ou une simple réponse dans la continuité d'un conflit ancien? Non, c'est une reprise totale de la stratégie de défense. Encore une fois, on est passé d'une défense défensive à une défense offensive qui va donc porter le fer partout où il y a des peuples ou des États qui font peser une menace existentielle sur Israël. Le Tsahal portera le fer un peu partout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il y ait une opération militaire
sur le territoire iranien. Voilà. Est-ce que ça se fera avec les États-Unis? Est-ce que ça se fera sans les États-Unis? Je ne suis pas grand clair et je ne vais pas vous dire. Plutôt avec les États-Unis, j'imagine. Plutôt avec les États-Unis. C'est en tout cas ce qu'espère Israël, mais c'est pas. C'est pas encore des millions de morts, des millions de personnes clouées au pilori. Non, mais on a dit qu'on ne faisait pas de l'impérialisme américain, pour la démocratie, qui a alimenté les pour les bombes valeurs, qui ont été etc. larguées sur Donc le on envahit peuple des pays, on les détruit, on fait des millions de morts. Et ensuite on suscite un les vendre comme étant des valeurs républicaines. Alors Yanis Bouagissé, ensuite Héloïse. Et ensuite, précisément, on suscite un terreau de radicalisation, parce que c'est un phénomène de radicalisation cumulative. Tant que l'Occident ne cessera pas sa politique d'ingérence au Proche-Orient depuis 40 ans, je veux dire, l'Iran, l'instauration du régime des mollahs, c'est pas quelque chose qui est advenu comme par enchantement. Le régime des mollahs a été précipité en grande partie par les États-Unis dans un contexte de guerre froide, a été alimenté aussi en grande partie par les États-Unis, que ce soit les talibans en Afghanistan, le régime des mollahs en Iran, etc. Donc tant que l'Occident, placé sous l'égide, sous l'hégémonie de la Pax Americana, continuera sa politique de prédation au Proche-Orient, cette politique qui a fait des millions de morts. Parce que quand vous dites qu'il y a des personnes qui sont assassinées, quand vous parlez du terrorisme djihadiste, certes, mais quand on fait un ratio quantitatif, dans les proportions, je veux dire, c'est sans commune mesure. Vous avez peut-être un Européen pour 10 000 Arabes tués sur les 30 dernières années. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Si vous aviez conscience de ça, donc si vous ne faisiez pas, parce que vous faites dans l'occidentalisme, si vous ne faisiez pas de hiérarchie, entre les vies humaines, vous direz que ce qu'a fait les États-Unis, et par extension ses vassaux, que ce soit la France qui a refusé sa politique. Ce livre n'est pas un plaidoyer pour les États-Unis. Je connais parfaitement l'impérialisme américain. D'exactions extrajudiciaires. Encore une fois, moi, ce que je raconte, ce sont des faits. Ce sont des exploser des beepers, de massacrer des enfants, etc. C'est une manière de porter de l'information là où vous ne le faites pas. Moi, je fais mon travail de journaliste. Je suis un journaliste depuis 30 ans. Je porte des faits à la connaissance du public. Chacun va faire son petit travail de moraline ensuite derrière. Les faits, vous les interprétez aussi. Non, vous donnez un gage à la politique criminelle d'un État qui s'est fondé sur un racisme d'État j'explique la stratégie à l'œuvre. J'explique la stratégie à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que je baise les pieds de Netanyahou. Ce livre, il n'a reçu aucun agrément. Nous n'avons eu aucune autorisation ni de Tsahal, ni du Mossad, etc. C'est un livre qui est non autorisé. Non autorisé. Nous ne faisons pas l'apologie. Vous ne l'avez pas lu. Vous avez une spécialité, Yanis, c'est de critiquer sans aller voir. Vous n'avez pas lu son livre, vous n'avez pas lu le mien, vous ne connaissez pas Israël, vous n'avez jamais mis les pieds et vous donnez des leçons. Je suis désolé de vous dire qu'on peut faire un travail d'information. J'ai même fait des études d'histoire. Allez, pas de procès d'intention. Clément Veil-Rénal, allez, on termine ce débat. Il vous manque, dans vos explications, vous avez omis une donnée importante, Stéphane, parce que parmi les proxys, les auxiliaires et les relais d'influence de l'Iran, vous avez cité le Hezbollah, vous avez cité le Hamas, les Houthis, vous avez oublié la France insoumise en Europe. Je tenais juste à vous le dire. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Objection retenue. Est-ce que Israël peut encore compter sur l'Occident? Et j'aimerais avoir une réaction, et on termine vraiment là-dessus, sur Emmanuel Macron, qui a notamment affirmé le mois dernier que la France pourrait reconnaître un État palestinien. Ça vous choque ou pas C'est vraiment pas le moment, en tout cas. Pardon, mais autant à Stéphane et à vous. Non, mais c'est voilà, c'est-à-dire que là, ce serait la prime offerte au Hamas, c'est-à-dire qu'ils auraient bien fait finalement de déclencher le 7 octobre, ça aurait précipité cette reconnaissance. Puis en plus, cette reconnaissance unilatérale, elle n'a aucun sens. On ne peut pas faire de reconnaissance sans qu'il y ait reconnaissance d'Israël dans le même temps des Palestiniens pour Israël. Donc tout ça n'a vocation. Tout ça, c'est que de la gesticulation. Ça n'a aucun sens. Vous êtes un génocidaire finalement, du fleuve à la mer. Donc vous prenez le génocide, vous êtes un génocidaire. C'est hors de question de reconnaître un pays qui a été reconnu par l'ONU. Entre tous les citoyens, je suis pour un État si binational de tous ces citoyens à égalité. Dans un appel à éradiquer une nation. Pas pour une théocratie suprémaciste qui a rasé. Pour une théocratie suprémaciste qui a rasé lisez Ilan Pappé sur les innombrables crimes commis par l'État d'Israël au moment de sa déclaration d'indépendance. Plus de 500 villages avec des exécutions de villages. Pro-Bibi, il ne s'agit pas de Netanyahou. Ce que vous ne dites pas, c'est que ce qui est consubstantiel à l'État d'Israël, c'est une politique criminelle coloniale qui s'est fondée sur l'épuration d'un peuple, sur plus de 500
villages détruits sur des faits qui ont été retranscrits notamment par Ilan Pappé, qui sont des faits avérés, Mais qui pour ont les été... faits, il y a des qui ont été- contre-faits. Clément et Rénal vous documents- répondent et on sont enchaîne de manière un peu plus légère pour la fin de l'émission. Et donc, Ah, vous êtes- c'est compliqué. Mais non, mais Non, donc, c'est toujours compliqué non, mais avec vous. assumez vos. Il y a Assumez. 100 000 morts, mais c'est compliqué que ça. compliqué. Ah, Mais non, non, mais- c'est pas- il y a moi, des je- colonies, c'est compliqué. Il y a la ségrégation, c'est Mais non, compliqué. mais On met en prison des enfants de arrêtez 12 parler ans, de c'est ségrégation. compliqué. La Je suis- ségrégation, c'est elle toujours n'existe compliqué pas avec en vous. Israël. La nuance, c'est toujours la géométrie variable. L'opinion, la C'est liberté ça. d'expression, vous l'avez en Israël, vous l'avez pas Pardon en Syrie, vous l'avez pas. Non, c'est faux. Mais Ceux qui non, s'opposent, c'est vrai, monsieur. ceux qui c'est vrai, s'opposent je vous ouvertement à la assure. politique de Pardon Netanyahou, notamment il y a des petits villages Et en vous connaissez les périphérie, journaux en israéliens, vous les périphérie de avez lus, les Jérusalem, journaux israéliens? de Non, à communautés qui l'évidence, non plus. contestent vertement la politique de Netanyahou. Ces gens-là se font tabasser. Mais Pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a un document de journalistes de la BBC que je vous invite à regarder où ils ont filmé des scènes avec des défilés donc de juifs orthodoxes antisionistes ou du moins qui contestaient la politique gouvernementale. Ces gens étaient violemment tabassés dans la rue par la police israélienne. écoutez, Bon, en tout cas, on rappelle c'est pas donc le possible. livre de On sera jamais Stéphane, d'accord. ça s'appelle 7 octobre, la riposte Israël-Iran, la guerre secrète. On vous encourage vraiment à vous le procurer. D'ailleurs, tous ces livres sont disponibles sur la boutique de TVL. Dites-vous pas que les services de renseignement, le 19 septembre, ont prévenu le gouvernement israélien, vous le dites Le ça 19 septembre. Oui, non, le il y a eu 19 des, septembre. vous savez qu'il y a eu des. C'est ce Vous qu'on savez appelle même les qu'il y a eu Bibilix. des. Ce qu'on appelle les Si vous Bibilix. lisez le livre, vous l'avez dit, ça, découvrirez qu'il y a quand même eu des. Ils ont Bien transmis avant une le note 19 confidentielle à septembre, Netanyahou sur l'imminence bien de avant l'attaque. le 19 septembre, Et que le il y a eu gouvernement des israélien n'a rien informations qui fait. sont remontées, Que le qui n'ont pas été gouvernement prises en israélien n'a rien fait. considération. Il est en train de Je dire, suis en train de vous dire que précisément, on explique ces failles du renseignement Ce ne sont pas des israélien. failles, ils ont prévenu le gouvernement. Ouais. Et Le c'est gouvernement n'a prévenu pas le agi Et alors, vous en sciemment. tirez quelle Bien conclusion entendu. Le gouvernement sciemment, Mais vous savez, le 11 septembre, les Américains aussi avaient été prévenus que le 11 septembre allait Pour arriver. notamment protéger les colons. Allez, on termine avec... Elvas aussi a été destinataire d'informations sur de possibles opérations terroristes en France. C'est pas parce que vous avez des informations que vous leur apportez du crédit. Le gouvernement Parfois, vous israélien avez n'a pas- Allez, de vous la êtes en train morgue et vous ne d'exploser les l'oreille de comprenez mon pas. ingénieur du son, de notre ingénieur du son. On termine, si vous le voulez bien, avec le dessin d'Ignace. On va essayer de se divertir un peu, ça va être compliqué. Léon XIV mettra-t-il un terme au conflit israélo-palestinien? La paix du Christ. Voilà, donc ça, on peut applaudir bien fort Ignace. Allez, j'en ai un petit dernier pour la route. Macron pour la paix au Proche-Orient. Faites comme moi, sniffez nos mouchoirs en papier. Voilà, on se retrouve dans un instant et on va parler de choses un peu plus, encore que pas tout à fait encore plus légères, mais totalement différentes. À tout de suite. MeToo, une parole libérée des femmes qui s'arrête aux frontières du communautarisme? Héloïse Maillot-Nespo fait partie d'une fratrie de 5 filles. Il est donc normal que des affaires comme celle de Nicolas Bedos, en pleine ère MeToo, ne la laissent pas indifférente. Mais MeToo ne se trompe-t-il pas en condamnant les figures masculines occidentales et en invisibilisant les violences sexistes perpétrées au nom de traditions ou d'idéologies islamistes? Donc Héloïse Maillot, qui a été patiente, qui a attendu avant de parler de choses plus légères. Je parlais bien sûr du Philosophe. On est au lendemain de l'ouverture du Festival de Cannes, donc on est en plein dans le sujet. En tout cas, on l'était, puisqu'on se souvient que ça a démarré pour beaucoup là-bas. On va revenir donc sur cette affaire Nicolas Bedos. Héloïse Maillot, vous avez tous vu donc... on va dire la repentance, en tout cas l'interview de Nicolas Bedos, c'était là encore, en quelle époque, chez Léa Salamé. Comment vous avez réagi au témoignage de Nicolas Bedos, Héloïse Maillot? Je l'ai regardé avec d'abord un sentiment de malaise parce que plusieurs choses m'ont vraiment gênée. D'abord, j'ai eu l'impression d'assister à une sorte de purgatoire médiatique avec Léa Salamé qui se tait ou qui lui donne plutôt déjà premièrement accès à un plateau en disant je ne sais pas, je ne savais pas, on dirait un peu les portes de l'enfer ou du paradis vont-elles se refermer sur lui. On sait très bien qu'elle fait de l'audimat en le recevant, donc c'est pas non plus un acte de bonté de sa part, il n'y a pas que ça. Mais voilà, donc déjà Enfin, il sort un livre aussi, hein, c'est pour ça. C'est pour vendre son oui, livre, ouais, ah bah c'est oui, tout. mais c'est ça, bien sûr. Mais ce que je l'audimat, veux dire, ouais. c'est qu'elle usait la concession de le recevoir. Elle ne savait pas. C'est ça, moi, qui m'a gênée. La blague de Saint... Oui, j'avais l'impression d'assister à Saint-Pierre en la personne de Léa Salamé. Pareil, la blague de Saint-Paul de Saint-Sernin, moi, m'a pas fait rire. Et puis alors, avant de parler de ça, moi, ce qui m'a énormément choquée, c'est que... Et après, on va parler des femmes, bien sûr, mais parler des violences faites aux hommes, c'est aussi parler des violences faites aux femmes. Il est venu
parlé donc de quelque chose et dans son discours, il a quand même dit que dans sa chair de jeune homme de 19 ans, il a vécu un viol par un homme plus âgé. C'est difficile pour les hommes de parler de ça, c'est très difficile. Notre société ne donne pas la parole aux hommes. Rien. Elle n'a pas relevé. C'est quand même hyper choquant ce qu'il dit. En fait, il vient pour parler d'un fait, mais ce qu'il avoue, ce qu'il dit dans son livre est pire, et ce qu'il a vécu est pire même au niveau légal, parce qu'il y a quand même une gradation dans les peines, est pire que ce pourquoi il a été condamné. Mais déjà, ça, personne ne relève. Donc ça, moi, personnellement, ça m'a choquée. Parce que moi, je suis une féministe qui aime les hommes. Je ne suis pas du tout pour la guerre, et je pense que c'est avec les hommes qu'on fera avancer la société. Mais il n'y en a pas beaucoup qui tiennent ce discours parmi les féministes. Il y en a, on leur donne pas la parole. Mais j'ai grandi dans une famille, on m'a fait chier parce que mes parents avaient voté François Mitterrand, j'étais la seule dans l'école. Et on m'a assis à côté de vous. Et je me suis prise un communiste de la part en fac. Donc ça veut rien dire. Je suis pas de droite, vous m'étiquetez de droite, je sais pas ce que je suis d'ailleurs. Non, mais vous m'avez dit tout de suite. Non, je dis à droite, il y a des féministes qui disent le combat, il y a avec les hommes. Non, pas du tout. Il y a plein de féministes de gauche. Vous prenez Gisèle Halimi, à l'époque de Creil du voile, qui a claqué la porte de SOS Racisme. Elles sont considérées comme d'extrême droite maintenant, les femmes de gauche qui disent ça en général. Aujourd'hui, tout le monde est considéré d'extrême droite. Oui, je suis d'accord. On suffixe phobe. C'est vrai quand même. On met le suffixe phobe à tout aujourd'hui. Donc islamophobe, homophobe, grossophobe. Et il y a voilà. Donc pour revenir à Nicolas Bedos, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Moi, je pense qu'il a ouvert une brèche de l'ère post-MeToo. Je pense que sa démarche est très intelligente. Je n'en attendais pas moins de sa part. Il reprend son pouvoir. Il passe d'objets de moquerie, de ragots ou de honte. D'ailleurs, son livre s'appelle « La soif de honte ». Et je pense qu'il s'est dit, je vais faire ce voyage introspectif, je le pense très sincère, mais je vais passer d'objet à sujet. Et vous voulez tous me foutre la honte, mais moi, je vais venir et moi, je vais me juger à l'aune de mon regard qui sera toujours plus dur, cruel que le vôtre. Pourquoi, et pour moi, parce que c'est la seule façon de pouvoir reprendre. C'est peut-être juste pour du marketing en disant moi aussi j'ai subi des attouchements. À quel point il est honnête ou pas, j'en suis pas certain. C'est un exercice de grande sincérité. Je fais partie de ceux qui ont lu le livre aussi. Venir dire qu'on a été victime en public d'un viol. Pourquoi on en parle que maintenant quand il se fait accuser? C'est plus une contre-attaque pour moi. C'est pas le genre de choses qu'on. Non, parce qu'il en a parlé très vite. MeToo, ça fait un moment maintenant que il en a parlé très vite. Il n'allait pas en parler pendant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il n'a plus la parole. Comment? Il y a quand même une omerta sur les violences sexuelles qui peuvent être infligées aux hommes, notamment aux enfants. Absolument, et ça c'est en effet très difficile d'aborder ce sujet. Moi, j'ai essayé en tant que journaliste. C'est même limite. C'est mal vu, ça peut être mal vu. C'est pas mal vu, c'est qu'on est même menacé. Il y a une chape de plomb qui est vraiment, on essaie de nous faire taire. C'est très compliqué. Comme si c'était un sujet réservé aux femmes, quoi. Vous n'avez pas le droit de dire que. Non, c'est qu'il y a plein de choses de réseaux pédophiles et de réseaux dont on veut pas parler. Et on veut absolument parler avec un système qu'on couvre énormément les agressions faites aux enfants. En France, c'est une catastrophe. On a vu encore l'ASE récemment avec des problèmes de prostitution auprès de toutes ces jeunes filles. Donc bon, pour revenir juste à Nicolas Bedos, je voulais dire, d'abord, je voudrais quand même parler des victimes. Je suis allée voir tout l'échange qu'on retrouve sur Internet. Une journaliste pour RMC, je crois, a couvert à la barre. On les voit avec les 2 jeunes femmes qui viennent témoigner. Et donc, on voit les échanges. On voit déjà qu'il est dans quelque chose, moi, je trouve, de très sincère, de très honnête. Et donc, je trouve que c'est formidable, quand même, ce qui se passe, parce qu'on a attendu... le féminisme n'arrive pas à inventer le post-MeToo. On n'a pas pensé à l'après. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que notre société va faire des hommes qui acceptent de faire ce travail-là? Je ne sais pas si vous avez des exemples d'hommes qui viennent en public et dire... Oui, en effet, je m'excuse. Oui, j'ai fait ce travail introspectif. Moi, j'en connais aucun. C'est pas dans la gradation des peines Bertrand Cantat, qui, moi, me débecte à titre personnel. Il n'a pas frappé sa femme de 19 coups de poing et l'a laissée pour morte. Voilà. Donc, il n'a pas drogué sa femme pour la faire filmer. Et, on connaît la suite pour Madame Pellicot. Donc oui, il y a une gradation des peines. Et pour moi, donc, sa participation, elle pose vraiment la question du post-MeToo. Est-ce qu'on va réussir, est-ce que le féminisme, qui manque d'imagination, je pense, va réussir à se réconcilier avec ces hommes-là? Qu'est-ce qu'elle va faire dans notre société? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Moi, je ne veux pas d'une société qui
à tout acte et toute parole amorale, va judiciariser, va criminaliser. Je ne veux pas être infantilisée en tant que femme, je ne veux pas avoir à chaque fois à faire appel à l'État pour intervenir s'il y a un problème. Je veux pouvoir régler moi-même, coller une baffe à un type s'il m'embête, et c'est déjà arrivé. J'ai aussi été victime de violences, figurez-vous, je n'en ai jamais parlé pratiquement publiquement, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est beaucoup plus grave. J'ai porté plainte et mon ancien compagnon amoureux qui m'a fracassé le crâne à coups de poing, qui m'a étranglée, où j'avais un cocard et sur le visage et des traces autour du cou violettes, et j'ai réussi à m'échapper en sortant d'une voiture, en courant en plein bois de Boulogne. Je peux vous dire que personne ne s'arrête dans le bois de Boulogne quand vous êtes même une femme qui essaie de trouver de l'aide. Il a eu 6 mois où il n'a pas eu le droit de m'approcher. Par rapport à un bisou dans le cou, pardon, non mais je suis désolée, je suis obligée de le dire, je vais me faire tomber dessus par toutes les féministes, mais par rapport à un baiser dans le cou sous alcool non prémédité, parce qu'en plus moi c'était prémédité, c'était un piège, par jalousie, avec un type qui, comme un crétin, va se bourrer la gueule en boîte de nuit, qui se retrouve avec un bracelet électronique pendant 6 mois à une peine d'1 an, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Donc sa peine elle est exemplaire, c'est certain. Aujourd'hui il veut se racheter, Vous la jugez tous sévère ? Il a le droit... C'est fait ? Vous la jugez tous sévère ? J'ai pas assisté au procès, je ne connais pas le dossier en détail, mais oui, a priori, je souscris aux propos que j'ai entendus. C'est cette judiciarisation systématique à l'extrême, bon, ça peut paraître un peu sévère. Et il faut, comme dit Héloïse, il faut peut-être penser à l'après. Et j'aimerais dire quand même pour les victimes, si un jour elles écoutent ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'elles ont quand même réussi. Le fait qu'elles aient porté plainte, et je leur souhaite de se rétablir, et vraiment, parce que je sais on va me reprocher, mais on parle de Nicolas Bedos, on parle de l'agresseur, on parle pas, mais ça emmerde les gens parce qu'évidemment il fait des choses très intelligemment, en plus il a du talent. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Ces jeunes filles, elles ont permis d'apporter une pierre à l'édifice. Leur plainte a permis quand même de changer un homme. Qu'est-ce qu'on attend ? On n'arrête pas de Tu nous... penses vraiment que c'est sincère qu'il ait changé ? Oui, tu penses qu'il est complètement. pionnier d'une révolution post-MeToo masculiniste alors qu'il a Ah juste non, dit ça pour se défendre parce qu'il révolution. est acculé à dire ça, il en a rien à faire, c'est juste pour Non, vendre j'ai son pas livre. parlé de révolution. Ah, Non, d'accord. j'ai pas parlé de révolution. Tu semblais dire que J'ai c'était le dit- pionnier d'un Non, une nouvelle ère, néo-féminisme et avec il les pose hommes. une question dans la société. Stéphane Simon. Il se défend juste pour se défendre. Stéphane Simon, vous avez lu le livre de Nicolas Bedos ? J'ai lu le livre de Nicolas Bedos. Je ne suis pas du tout d'accord avec mon homonyme. Il se trouve... il s'écoute parler. Non, je suis désolé, Nicolas est un garçon qui a beaucoup plus de sincérité que vous pouvez l'imaginer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il écrit un livre où il parle de lui comme de tu, toi, etc. Il fait une véritable plongée à charge et à décharge de sa jeunesse, de tout. Il raconte beaucoup d'autres choses. Il raconte sa sœur schizophrène qui a un trouble de la personnalité. Il raconte énormément, pas celle qu'on connaît, hein, pas Victoria Bedos, une autre. Et il se trouve que une demi-sœur. Il se trouve qu'il raconte énormément de choses très 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 pudiques, non pas pour comment dirais-je s'excuser de ce qu'il fait, mais pour raconter qui il est, d'où il vient, mettre tout sur la table. Et c'est un exercice d'extrême sincérité. Il se trouve que ce livre, il est extrêmement touchant pour tout être humain, je dirais dénué de cœur. Évidemment, vous allez dire c'est cynique, il veut s'excuser. Non, c'est pas du tout le cas. Nicolas Bedos, c'est un garçon qui a énormément de talent, ça on le savait. Ça, on le nie pas, ça n'a rien à voir avec l'aspect moral mais il se et trouve psychologique. que Nicolas Bedos, il travaille pas en ce moment. C'est quelqu'un qui est riche, de toute façon. c'est quelqu'un. Ah non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas comme s'il était à tu Pôle sais emploi, très il bien, compte pas Pôle Jules, emploi, Nicolas tu sais Bedos. très bien, Jules, qu'on gagne pas sa vie avec un livre. C'est pas vrai. Il se trouve que les livres, on les fait par conviction. Il va bien gagner sa vie, il sait que son livre est Non, vendu, donc mais il se donne la mais peine de c'est l'écrire pas parce qu'il sait vrai, qu'il va être vendu. Mais ça, c'est faux. Il a écrit ce Un livre parce qu'il a été livre, c'est fait accusé, mais avec c'est pas ses grave, tripes c'est sur bien. un sujet Non, qui mais nous c'est bien, mais passionne. avant tout, c'est Nicolas Bedos, monsieur l'artiste, Non, qui c'est pas, donne mais non, une ça y a aucune introspection forme d'arrogance. romantique, romanesque. C'est vrai que les artistes je pense ont qu'il une vie faut. où ils nagent dans l'argent la plupart du temps en intermettant du spectacle. Parce qu'on est artiste, qu'on roule, qu'on Non, mais nage je dans parle pas d'un l'argent. artiste, je parle de Nicolas Bedos, qui est Mais fils de Guy Nicolas Bedos. Il y a un moment, il faut bien que l'argent rentre chaque mois quand on vient d'avoir un enfant, qu'on a une famille, qu'on a un D'accord, donc loyer il a à écrit ce payer. livre pour faire de l'argent, pour qu'il rentre. Mais pas du tout, c'est faux. Ça, c'est un Non, mais je dis pas qu'il n'a pas été sincère, il est objectif dans la Non, description qu'il fait de il son fait ce passé. livre d'abord parce qu'il en a le Il temps, fait son puisqu'il livre ne parce qu'il a travaille été plus. accusé, Est-ce il que veut c'est sublimer normal? cette accusation, la Pardonnez-moi, mais je retourner comme pose une cette prise de question. judo. Est-ce que c'est Il fait un normal? pont à Est-ce que ce c'est qu'il a normal? reproché, et c'est pas Est-ce que grave, c'est c'est bien. normal que Nicolas Bedos C'est bien, mais soit mis à l'index
contexte du cinéma français, non, pas du tout. de romantisme et de bienveillance, peut-être parce que c'est un beau gosse, Nicolas Bedos, il fait ce qu'il a à faire parce que c'est le seul truc qu'il peut faire. Il est malin, il est malin. Avant d'être sincère, il est malin. Non, je crois que mais il l'est. Malin, non, mais tu es en train de faire le procès d'un cynisme qu'il n'a pas. Je le connais un petit peu, c'est un garçon beaucoup plus sincère que ce que tu peux imaginer. Et moi, je trouve que en plus, c'est quelqu'un qui a accepté sa peine. Il aurait pu faire appel parce que de toute façon, il aurait gagné en appel. On n'a jamais vu une peine de prison. Pardonne-moi, laisse-moi dérouler ma pensée. Il a quand même été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme pour une main. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Donc la justice s'est fait un exemple. Il se trouve qu'il accepte sa peine. Il accepte sa peine et il accepte de mettre tout et de poser ses tripes sur la table et de parler de lui, de son rapport aux femmes, etc. Et il se traite de connard du début, de la première page à la dernière. Donc franchement, c'est une belle, franchement, c'est un exercice remarquable d'autocritique aussi qu'il fait. Peut-être que le livre est très bien écrit, mais c'était et pas. D'ailleurs, on peut demander, justement, c'est quoi un monde sans connards? Qu'est-ce qu'on va faire des connards dans notre monde qui veulent s'excuser, qui veulent changer? Qu'est-ce qu'on va faire des connasses aussi? Parce qu'il y en a des connasses. Hein, non, mais pardon, la femme n'est pas plus vertueuse que l'homme non plus. À quel moment on va continuer à marginaliser Nicolas Bedos aussi? Parce que c'est pardon, il a accepté sa peine, maintenant on passe à autre chose. Sur une cuisse dans une boîte de nuit. Ce qui lui est reproché, c'est rien du tout. Il y a quand même une asymétrie entre les connards et les connasses. Non, le fait est que les connards ne se font pas assassiner tous les 4 matins par des connasses. Je veux dire, les féminicides sont plus courants évidemment chez les femmes. Bien sûr. Je crois 15%, 15 à 20. 15 à 20% des violences. Il s'agit de la société ensemble. Et j'aimerais quand même juste dire quelque chose pour moi en tant que féministe universaliste, qui est important, parce qu'il y a une vraie querelle entre les universalistes et les intersectionnels. C'est ce vocabulaire qu'on entend tout le temps, déconstruire, construire. Moi, je suis pas Dieu. Non, mais moi, je suis pas Dieu. J'ai pas à construire. On construit une maison, on construit un objet, on déconstruit une maison, on déconstruit un objet. On n'a pas à déconstruire un être humain, on n'a pas à déconstruire un homme. Nicolas Bedos, comme vous, c'est pas un Playmobil. Non, mais c'est pas un Playmobil, en fait. Et ben si, parce que tu dis, il sublime comme si c'était une accusation. Mais heureusement. C'est pas une accusation, c'est justement et Depardieu, il a sublimé. Il y a plein de personnes qui sont accusées, qui sont artistes, qui subliment rien du tout. Bertrand Cantat, il passe son temps à se victimiser, à dire. Ah, les salauds de médias. Pire que ça, ils s'en gargarisent. Mais ils sont moins malins, c'est tout. Dans son dernier concert, il fait excuse-moi d'être plutôt en train de me dire, dans une société, je préfère m'adresser à un homme intelligent qui est capable de faire un travail d'introspection plutôt que de m'adresser à un connard qui a fracassé sa femme et qui continue à dire « Ah, les médias, c'est la faute des médias de toute façon, ce qu'il fait à ses concerts. » Et voilà, donc oui, en effet, généralement, l'intelligence, quand même, on a envie de faire un chemin avec quelqu'un, collaborer avec l'intelligence, oui, bien sûr. Voilà, donc je veux juste dire, il reprend son pouvoir, on pourra lui reprocher. D'abord qu'on parle de lui, on n'a pas envie de parler de lui. Bon, libre à chacun de ne pas en parler. On peut zapper, aujourd'hui on zappe, 150 000 chaînes. Et deuxièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et deuxièmement, on pourrait lui reprocher qu'il est très malin, parce qu'il se met au centre de tout. Il est le sujet des discussions. Ça, c'est malin. Oui, mais il réussit à le faire. Voilà. Donc, il y a indéniablement une dynamique utilitariste. Moi, je ne dis pas qu'il est cynique, parce que moi, je le perçois comme quelqu'un d'assez tiraillé, d'assez tourmenté, pour l'avoir vu parfois rue Princesse déambuler, ivre, à s'acoquiner avec des petites jeunes, etc. Moi, je ne savais pas qu'il y a même des gens d'LFI parfois, je crois. C'est vrai. Bon, est-ce que vous pensez que certaines figures féminines instrumentalisent le mouvement MeToo pour régler des comptes personnels ou politiques? Ce sera la question finale. On le sait, on sait qu'il y a eu... justement, on parlait du cas Bayou, on sait qu'il y a eu Quatennens. Moi, je ne suis pas du tout pour que Quatennens soit interdit. Pareil, on contextualise... Allez, d'Adrien Quatennens, oui, Adrien Quatennens, je trouve qu'on n'a pas... Qui a fait son repentir, oui, je trouve qu'on n'a pas éliminé de la vie sociale, parce qu'il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va éliminer tous les types, et puis toutes les femmes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, je ne suis pas pour ça. Alors, je vais m'attirer les foudres des féministes. Oui, il y a de l'instrumentalisation, il y a des abus. Dans les grands mouvements comme ça, généralement de masse, nous journalistes, on doit faire un pas de côté, on doit regarder. Moi, je me méfie beaucoup des foules, je n'aime pas la foule. On doit regarder les excès, on doit regarder les abus. Il y en a toujours. Le féminisme doit être critiqué, c'est normal, c'est comme ça, il faut accepter le jeu.
Mais en revanche, MeToo a été très utile pour libérer la parole des femmes, mais j'ai l'impression plus des femmes privilégiées. Je crois que dans le cinéma, ils sont tous comme ça. Enfin, je le sais même. Dans les milieux de la télé aussi, quand même, encore. Il y a eu un avant-après, là, vraiment, on peut le dire, le Festival de Cannes aujourd'hui, non ? Mais en revanche, les femmes des milieux plus précaires, femmes de ménage, etc., il y a quand même... il faut que la parole continue. Sont les plus endémiques, d'ailleurs. Vraiment. Donc... il y a quand même un côté salutaire. Et comme dans tous ces grands mouvements, il faut être vigilant, il faut commenter, il faut pouvoir critiquer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Allez, on termine avec le dernier débat dans un instant. Et ce sera avec le youtubeur qui monte, qui s'appelle le Philosophe. Il est à côté de moi, tout de suite. La liberté et la réflexion ont-elles quitté le mainstream ? Avec le Philosophe, la philosophie s'invite sur le net, où l'on retrouve déjà Michel Onfray, un philosophe chassé du service public. Cette fois, bon, il a quand même bien participé. Il se fait bien remarquer. Ça y est, il est lancé, je sens. Alors, juste avant, c'est pas facile de faire ces transitions avec Ignace, qui nous a gratifié d'un nouveau dessin. Macron exemplaire, jamais il n'agressera une femme. Je te laisse la responsabilité de ce dessin, mon cher Ignace. Donc, oui, c'est ça. Bon. C'est hyper sexiste. Bah, par rapport à quel... Mais c'est drôle, ça va. Par rapport à quel sexe? Oh là là, complotiste. Je parle en général, bien sûr. Allez, le Philosophe, YouTube, philosophie, liberté d'expression, voilà le thème de cette dernière discussion avant de terminer cette soirée. Est-ce que d'abord, mon cher Jules, puisqu'en effet tu t'appelles Jules, allez, on peut se tutoyer en tant que co-youtubeur, est-ce que YouTube est un terrain crédible pour faire de la philosophie? C'est la première question. Ou est-ce que justement c'est un espace qui dénature forcément la pensée? Comment t'en es arrivé là déjà? Non, mais j'en ai parce que c'est le médium d'expression des jeunes de notre temps, donc c'est un médium crédible. Est-ce que si Verlaine et Rimbaud avaient déclamé leurs poèmes sur YouTube, t'aurais dit parce que c'est sur YouTube, ça perd toute la saveur et tout? Tu prenais le lead là maintenant sur les... Comment? Je pensais que c'était TikTok qui prenait le lead pour les Non, jeunes. mais ça prend. Mais alors TikTok, c'est dans la génération encore plus gamin. D'ailleurs, ça fragmente le cerveau des gens, c'est très néfaste, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais non, YouTube, c'est un moyen d'expression comme un autre. T'as des vidéastes, des gens très intelligents qui se créent des chaînes YouTube. T'as des Mélenchon, il a une chaîne YouTube. Tout le monde a une chaîne YouTube. C'est un moyen d'expression. Et moi, j'essaye de faire des montages bien foutus, chiadés, oui, parce que bien alors, écrits. on va dire pour les gens qui nous regardent et qui regardent l'émission, c'est comme ça que je l'ai rencontré et que je l'ai connu. Ah bah oui. Il y a 15 jours, donc on avait une émission spéciale sur le pape, donc et cette période qu'on vivait. Et donc, ce qui est formidable avec YouTube et le YouTube Game, comme on dit, c'est qu'il y a évidemment d'abord l'audience, mais il y a aussi l'influence et il y a des gens qui font des émissions sur les émissions. Et donc, on a eu le droit, le dernier Bistro Liberté a été l'objet d'une émission intégrale de la part du philosophe. C'est notamment quelqu'un qui s'appelle d'un certain Adrien Abozy qui était CD vacantiste et que tu as apostrophé et tu nous as envoyé cette vidéo. Oui, mais pour lui en dire du bien. Enfin non, on me l'a envoyé. Oui, Adrien Abozy l'a envoyé. Non, mais il a été raillé sur une question importante qui est les débats réellement métaphysiques dans la religion. Il y a des vrais tabous autour de ça. Et lorsqu'il disait, mais vous savez, le pape, quand il est trop tolérant, trop gauchiste et qui ne dit pas aux homosexuels de s'en mentir, il les envoie en enfer. Et Brigitte Bardot rigolait. Et moi, toi, t'as été choqué de ça? Mais moi, j'ai été choqué de rigoler parce que si t'es un vrai chrétien, un métaphysicien spirituel et pas juste un chrétien de la sociabilité, tu dois croire au dogme. Le dogme, c'est que Dieu veut faire des choses et si tu les fais pas, tu vas en enfer. Adrien Abozy, si c'est vraiment ce qu'il croit, il est pas réac de dire oh, les homosexuels faut qu'ils arrêtent, il pense que c'est vraiment la réalité et il veut les sauver de l'enfer. C'est quand même génial s'il croit vraiment à ce qu'il dit. Et moi je le prends en sérieux. Parce que c'est un chrétien métaphysicien et pas juste un chrétien de la sociabilité que j'appelle catholique des autres Pâques. Voilà, il est un peu sérieux. Et c'est là où j'aurais aimé le défendre et jouter avec lui en lui disant peut-être que tu exagères, je ne pense pas que les homosexuels pratiquants vont en enfer, mais ça c'est un autre débat. Vous êtes tous des YouTube consumers, si je puis dire, avec notamment cette émission bien sûr, mais de manière générale, est-ce que vous consommez les médias comme avant? Stéphane Simon qui avait participé, on le sait pendant longtemps, à produire des émissions emblématiques à la télévision. Est-ce que qui a fait pas mal de web TV. Et c'est vrai. Et effectivement, moi, je suis un consommateur évidemment de YouTube. J'y trouve beaucoup plus, je dirais, aujourd'hui d'intérêt qu'à la télévision, pour une raison simple, c'est que ça se consomme au moment où on en a envie. Et puis surtout, ça se consomme à un moment où on est un petit peu disponible. Et on choisit sa disponibilité. On acquiesce à l'idée de voir 35 minutes, par exemple, d'une vidéo sur YouTube, alors qu'à la télévision, on ne sait pas très bien ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Souvent, c'est les redites de la télé
télévision en plus. Il Toutes y les a- émissions il y a de leur chaîne beaucoup qui de- sont plus vues parfois que les audiences TV. Tout à fait. Donc moi je consomme YouTube et je Ça trouve change que de Raphaël le Antoven, digital, à la digital apporte une richesse supplémentaire au dispositif médiatique qui est aujourd'hui extrêmement important. Il le complète, il le change. Le complète apporte Et puis une vous avez une richesse. liberté, puisque c'est ça le thème aussi dont je voulais parler, c'est la liberté d'expression sur les Elle réseaux n'est pas sociaux. totale, encore qu'elle mais est pas totale, non, sur les réseaux, moi j'ai perdu ma chaîne pendant 1 an par exemple. Sur YouTube, non, mais t'as D'innombrables trop. restrictions depuis. Il y avait d'innombrables restrictions depuis. Il y a des tas de Bah, il y a eu la période depuis Covid 4, qui était très 25 compliquée, ans, mais toi, t'as perdu Ça a ta fait chaîne, émerger c'est des ça. gens. Moi, j'ai pop-up, comme on dit, sur la période Covid, où j'ai fait des buzz sur une vidéo sur Nietzsche, par exemple. Mais j'ai eu 3 strikes à cause d'une image de petit bout de nichon sur un coin de ma vidéo qui durait même pas 1 seconde. Et j'ai eu 3e strike, chaîne fermée, alors que je gagnais ma vie grâce à ça. Pourquoi il y avait un petit bout de nichon sur Ah, ta bah parce que vidéo ça tu parles de s'appelle la Nietzsche. pop culture, le même. Ah, et puis il y a d'accord. des hommes qui montrent leur pec, alors pourquoi Parce les que femmes ne tu pourraient pas parles de- tu Moi, je suis parles de Nietzsche, féministe, alors tu vois, les femmes, elles ont le droit aussi de montrer leur anatomie Ah, mais comme il y a les pas de hommes. problème. Non, mais je sais que t'as rien contre ça, mais Ça me du fait coup, bien le j'ai. contraste entre Nietzsche et le. Oui, c'est vrai. Ah bah, il a eu du mal avec. Il n'a pas eu beaucoup de réussite avec les femmes, Nietzsche, malheureusement. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais du coup, j'ai perdu ma chaîne pendant 1 an. Et là, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai fait un espèce d'appel étrange. Et peut-être à cause de Mark Zuckerberg, Trump, et quoi, il y a une espèce de tolérance accrue dans ce milieu-là. Ils m'ont remis ma chaîne, ce qui m'a donné un surcroît d'énergie pour commenter des émissions comme la tienne. Et ce qui m'a fait qu'après, on a pris un verre, on s'est connus. Tu m'as dit, peut-être viens éventuellement faire une Et bah voilà. vidéo. Et je suis là grâce à ça. Et Donc, je j'ai une liberté le d'expression, regrette mais elle n'est pas absolument totale. pas. Oui, bah tant mieux. Clément Veyrenal, là on vous sent plus silencieux. Alors Parce moi- que, pourquoi je dis ça? Parce que, pardon, mais sur justement aussi ce qui se passe, pardon d'y revenir encore, mais ce qui se passe à Gaza, tout ça, on a vu aussi l'essor de ces réseaux J'ai sociaux. encore plein de choses à dire. Non, mais qui montrent qu'aujourd'hui, pardon, mais c'est presque, allez, je vais remettre un jeton dans la machine, mais c'est presque politiquement correct d'être contre Israël et d'être, aujourd'hui, ce qui est bien pensant, c'est d'être contre Israël, presque plus, alors qu'il y a quelques moments, c'était encore... non, mais je veux dire, le politiquement correct, c'est inversé, quoi. Oui, oui. Et alors, quelle est votre question? Bah c'est ça. Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables de ça? Est-ce que vous le Oh dénoncez non, ou pas? ça remonte plus loin quand même. Ça remonte. Là, il n'y a pas forcément d'antisémitisme, c'est quoi? Non, comme je vous le disais, il y a un problème complexe. Parce que toutes les chaînes de télévision Il y jusqu'à a un maintenant. problème complexe. Il y a une doxa un peu primaire dont on a eu quelques échantillons de l'autre côté de la table. Primaire pour Yanis, c'est ça? Non, mais primaire dans son mode de réflexion, c'est pas une attaque personnelle, mais qui s'installe. Il y a un phénomène générationnel, et comme je vous disais tout à l'heure, il faut pas être naïf. Tout à l'heure, j'évoquais les campagnes de déstabilisation, les campagnes de désinformation. Alors en France, quand ça vient de la Russie, on dit ah oui, les campagnes de désinformation, ça existe. Mais quand c'est des campagnes financées par l'argent du Qatar ou par l'Iran, on dit ah non, c'est pas vrai, tout cela est limpide, c'est Israël le fautif. Voilà, donc ça explique effectivement en partie la désinformation anti-israélienne. Il faudrait que vous me réinvitiez. Le dossier d'Israël, il est... Des informations. Voir des enfants déchiquetés, je suis désolé, c'est pas de la désinformation. Il y a des C'est pas de la enfants désinformation. déchiquetés dans toutes les guerres. Des enfants Tout à l'heure, on parlait décapités, vous pouvez me des dire corps combien il y a eu de- décharnés, des stations d'épuration entièrement détruites, filmées en plus d'ailleurs, les contenus Quand sont la- filmés par les militaires israéliens eux-mêmes où ils se vantent de détruire notamment des stations d'épuration ou des usines de dessalement de l'eau. Avec de très belles inscriptions, ça a été diffusé par France 2 il y a 3 mois, en l'honneur de Shabbat. C'est magnifique. Donc ils documentent allègrement, impunément leurs crimes. Donc c'est formidable. Non, mais ça peut Et exister, les réseaux ça remet pas en sociaux, question, et les réseaux sociaux justement sont un outil formidable de diffusion, de propagation de l'information. Et on voit que ce qui est fait à Gaza est épouvantable, est indéfendable. Mais D'où le retournement de l'opinion publique. J'ai pas Vous très- êtes seul. Vous êtes un homme du passé. Non, c'est pas vrai, C'est parce fini. que les... Non, mais ça, ce genre d'imprécation... Non mais c'est vrai. Les jeunes juifs que je côtoie et même qui ouais. gravitent au sein de la France Insoumise ne réfléchissent non, pas bah, comme vous vous. connaissez Et pas. heureusement, Vous connaissez pas, voilà. J'ai un podcast J'avais aussi antisémite. j'avais un copain antisémite aussi qui avait beaucoup d'amis juifs comme ça. oui. C'est une figure classique. Non, mais c'est pas du tout le discours de la communauté juive, C'est non. pas pertinent. Pas du tout. Mais puisque il faudrait parler effectivement de cette guerre à Gaza. Vous connaissez beaucoup d'armées qui, à chaque fois qu'il y a des frappes ciblées, envoient par SMS. Ah, bah oui, par SMS. Oui, quitter la zone. Oui, avertit les qu'est-ce que vous populations racontez? civiles en disant Qu'est-ce que vous ça va racontez? taper, C'est vous avez 5 n'importe minutes. quoi. Mais bien sûr. Larguer Et c'est des d'ailleurs. bombes d'une tonne, larguer des bombes américaines Oui. d'une tonne, Bah, qui sont faites pour détruire. Pourquoi? Parce que Vous vous rendez les compte bombes de l'armée française Les font bombes- 25 grammes. Les bombes, le poids, c'est les pas une bombes- question de poids. Si, Mais les non. bombes qui sont Mais les- larguées non, mais les- par l'armée israélienne Elles sont dans plus les zones lourdes et plus par exemple, à meurtrières Rafah, que les bombes des autres qui sont armées. déjà là, Non, mais arrêtez. l'enclave est Non, mais attendez, dangereuse. laissez-moi. On va pas faire Non, le mais débat, mais- non, mais si le Hamas est-ce que avait je les peux moyens, il terminer? lancerait des bombes
j'ai pas terminé. Vous savez, mais quand l'OTAN a bombardé la Serbie pour refaire les frontières, il n'y a pas eu de mort. Vous faites un amalgame. Ah non, oui, je vais en faire un autre amalgame. Quand la France, avec ses alliés américains et la coalition internationale, en 1991, bombarde Bagdad pour libérer le Koweït, je crois qu'il y a eu 4 semaines de bombardement. Combien il y a eu de morts? Vous savez pas. Rien. Je vais vous le dire, 150 000 morts. La guerre, c'est atroce. La guerre, on n'a pas inventé de plus atroce. Ce sont des crimes. Voilà. Ce sont des crimes qui sont non, commis. Israël fait la guerre à Gaza. D'où l'émission des mandats d'arrêt internationaux. Et Israël fait la guerre très proprement à Gaza. Vous connaissez est-ce que l'armée française... 90% de l'enclave qui est entièrement démolie. Ça n'est pas une enclave, il y a une frontière avec l'Égypte. Mais vous falsifiez tout. Même la géographie, ça n'est pas une enclave. Vous avez la quasi-totalité des terres agricoles qui ont été entièrement dévastées, qui ont été laminées. Mélenchon pense qu'il y a un aéroport en bas sur le territoire de Gaza. Il a quand même une des rares fois où on l'a entendu parler de Gaza. Il nous a expliqué que l'armée israélienne détruisait l'aéroport également. Donc, si vous voulez, à la France insoumise, il y a quand même quelque chose qui est assez constant. C'est qu'il y a énormément de gens qui prennent la parole sur Gaza, mais il n'y en a pas un seul qui ait mis les pieds là-bas. Ça, c'est une espèce de constante que j'ai observée. 95% des tweets, c'est contre Israël. Mais alors, niveau connaissance, documenter les crimes. Est-ce que, pour terminer, là je parle autant pour un camp que pour un autre, on peut applaudir, je vous laisse applaudir si vous voulez. Est-ce qu'on peut débattre sereinement, encore aujourd'hui, sans forcément être caricaturé, ciblé ou réduit à un camp? Et c'est autant pour vous, Yanis, que je dis ça, que peut-être pour vous, Clément Weill-Rénal. Est-ce qu'on peut encore, et on le voit, c'est très difficile sur cette question. Je le souhaite, mais reconnaissez que c'est difficile de débattre, par exemple, avec Yanis, qui fait profession d'ignorance. Donc il y a une forme de diabolisation. Mais non, mais qu'est-ce que vous penseriez? Vous me parliez tout à l'heure, mais vous interrompez systématiquement. Vous interrompez. Il y a 3 jours, Smotrich disait qu'il faut détruire Gaza. Des Finances, il n'a pas les leviers de l'armée. Mais c'est ce que pense Netanyahou. Netanyahou n'a jamais désapprouvé, n'a jamais révoqué ses ministres suprématistes. Il a formé une coalition gouvernementale avec ces individus. Dites ce que vous voulez, mais vous qui assistent à des réunions pour se partager la bande de Gaza à travers des projets libéraux. D'abord, je voudrais dire, contrairement à Clément, qu'il est tout à fait facile de discuter avec Yanis et il est à l'écoute, il nous écoute autant qu'on l'écoute. Donc beaucoup. Voilà. Moi je lui donne le point. En revanche, ce qui est terrible, c'est que, pardonnez-moi, mais sur les chaînes de service public, là, vous avez vous n'allez pas vous exprimer là-dessus, évidemment, Clément, et je comprends, c'est pas confortable, mais il se trouve que là, vous avez vraiment un filtre à la porte d'entrée. C'est-à-dire que si vous sortez des livres qui ne correspondent pas à l'idéologie ambiante à France Télévisions ou à Radio France, vous n'êtes pas invité du tout. Donc là, il se trouve que chez vous, Eric, on est invité, on peut débattre d'à peu près tout. Vous invitez des gens de gauche, de droite, de nulle part et d'ailleurs. Et c'est formidable, et c'est ça qui est très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, on est ravis vraiment tous de vous avoir reçus. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut encore ajouter quelque chose? Parce que je sais qu'on a été un peu court sur toi, le philosophe, mais on vous invite à aller voir la chaîne YouTube donc, de Jules. Voilà, ça s'appelle Le Philosophe. Et O-S-E-F, à la fin, c'est un néologisme entre philosophie et OSEF, l'acronyme qui veut dire on s'en fout, et pas PH, comme c'est souvent marqué. Et OSEF, ça ne veut pas dire séfarade, parce que les petits trolls d'Internet pensent que non, mais c'est un sioniste, c'est un séfarade, c'est philosophe, ça veut dire philo-séfarade. Non, ça veut dire on s'en fout, OSEF. Rassuré, sur certains forums. On s'en fout. Avant, on avait je suis pas content avec Greg Tabibian. Maintenant, on en a s'en fout avec toi. En tout cas, on était ravis de te recevoir. J'espère que tu reviendras nous voir. J'espère. Ça dépend de vous. Moi, j'accepte. Yanis, quoi vous dire? Est-ce qu'il n'y a pas un unique point d'accord? On va évidemment... Oui, on me fait signe. Je n'oublie pas qu'il y a les dessins encore d'Ignace avant de terminer. Yanis, est-ce qu'il n'y a pas au moins un seul point sur lequel tu pourrais reconnaître un point d'accord, que ce soit avec Clément, Stéphane ou Héloïse? Il n'y a vraiment rien qui peut... Non, c'est difficile. Non, mais je suis... Notamment, je pense à Clément Weill-Rénal. Est-ce que tu peux reconnaître qu'il y a quelques personnes antisémites au sein de la France Insoumise? J'en ai jamais côtoyé. Je n'ai jamais entendu... Mais oui, j'ai jamais entendu une once de propos antisémites au sein de la France Insoumise. Et si un jour, un seul individu ou un militant aurait l'outrecuidance de proférer des propos à caractère antisémite, il serait immédiatement dégagé. C'est normal, c'est interdit. Je croyais que tu allais me dire j'achète le livre de Clément Weill-Rénal. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà. Donc, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul point de convergence. Si, je pense qu'il y a... Avec Stéphane, peut-être peut-être, ou avec Clément. Peut-être sur les perspectives de paix au Proche-Orient, de résolution du conflit. Je pense que ça passe par l'éviction
des régimes théocratiques, qu'il soit l'État d'Israël, qui est devenu une théocratie hors de contrôle, et l'Iran, qui doivent être dissous. Voilà, c'est tout. Pour permettre l'avènement de véritables démocraties Et bon, vous aurez le mot de la fin. inclusives, qui placent les droits de l'homme au-dessus de projets millénaristes et messianiques et qui sont mortifères. Ok, c'est noté. Stéphane, donc Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute encore? Non, mais que ton livre, votre livre est à retrouver dans toutes les bonnes librairies, à commencer par la boutique de TVL online. Voilà. Chère Héloïse, on vous retrouve aussi. Je crois que vous êtes sur une radio aussi. On me retrouve vous avez un podcast, sur mes comptes Instagram, par Voilà, on pourra exemple. vous On me retrouver. retrouve dans la presse écrite, puisque je suis journaliste presse écrite culture avant tout. Je lis beaucoup, en fait. Je fais des interviews autour des livres. Et j'ai hâte de lire d'ailleurs les livres. Et ben voilà, de Stéphane et vous Clément, donc on Clément. rappelle donc la gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Alors le dernier dessin d'Ignace pour la soirée, le paradoxe de philosophe, mettre le virtuel au service de la pensée réelle. Voilà. Elle est pour toi cette caricature. On peut Merci, l'applaudir bien Ignace. fort. Je dirais Zemmour. Et alors, d'ailleurs, je précise, si vous voulez un dessin de notre ami Ignace, vous allez sur designace.com. Le site va s'afficher à l'écran. Alors voilà, là, cette fois, c'est pas des caricatures. Non, mais à côté de mon invité, enfin de notre invité. Voilà, donc à côté de. une caricature, il voilà. faut bien faire. Non, c'est un portrait de ouais. Clément Veil-Reynal. Voilà, on le Photoshopé. met à côté de Clément. Est-ce qu'on peut zoomer à côté? Non, mais j'aurais aimé montrer Clément à côté. Est-ce qu'on peut aller sur Clément, s'il vous plaît? Voilà, attendez. si votre On y portrait arrive. robot, Voilà, donc ça c'est pour Clément. La prochaine, c'est un peu comme Noël ici. Stéphane Simon, voilà pour Stéphane. Je laisse Héloïse transmettre et montrer la caméra Stéphane à côté. Alors ça a été pris pas mal, hein. Ça a été fait à ma période lunettes. hein. Oui, C'est- c'était la c'est- période voilà. jeune surtout, je pensais. Ouais, c'est- voilà, voilà, c'est ça. là c'est la période le philosophe, voilà, on montre le philosophe à côté, le philosophe, c'est pas moi le philosophe, Il est voilà, s'il vous magnifique, plaît, celui-là. merci. Magnifique. Et puis il y en a encore deux, je les ouvre, on peut l'applaudir, bah oui, parce que ça c'est quand même du boulot, et je peux te demander de mettre à côté de Yannis, s'il te plaît, pour montrer. Je n'oublie pas Héloïse. J'avais oublié de mettre ma perruque. Et je n'oublie pas enfin Héloïse. Voilà, la voilà Héloïse. Si on peut la Héloïse. montrer, la belle Héloïse. Voilà. Héloïse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je tiens à remercier. Alors d'habitude, j'ai un petit mot avec le nom de tout le monde, donc je vais essayer de mémoire. Mais il y a Maxime qu'on applaudit bien fort. Charles. Constance, voilà, je pense. Au son, il y avait ce soir, laissez-moi réfléchir, le temps qu'on me dise dans l'oreillette, voilà. Édouard, merci Édouard. Pierre, bien sûr, Pierre, évidemment. Pierre, Ignace, le dessinateur. À la production, il y avait Arnaud, et évidemment, et Martial. Et évidemment, à la réalisation, un tonnerre d'applaudissements pour Raphaël. Voilà, c'était un plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Bye bye, bonne soirée.